de l'outil drone et des appareils photographiques combinés avec du coup une approche de photogrammétrie. Et cela pour l'écologie végétale, en particulier sur les écosystèmes de steppe et de savane. Et en fait, la première chose que je dois dire, c'est que je ne suis pas du tout spécialiste en géomatique ou en drone, je suis un écologue de la végétation des pâturages. Donc là aussi, l'idée, c'est aussi de présenter comment des personnes qui sont néophytes peuvent utiliser ce type d'outils. Donc, cette présentation sera en 3 grandes parties. Une première partie qui sera sur les concepts. Je vais essayer d'être le plus simple possible et peut-être que pour certains spécialistes, je serai trop simpliste. Ensuite, je présenterai un peu les résultats qu'on a obtenus sur nos travaux ici au Sénégal sur la végétation du Sahel. Et pour finir, la dernière partie, ce sera plus une partie un petit peu formation pour vous expliquer rapidement comment on peut faire voler des drones et comment on analyse les images. L'idée aussi de cette partie-là, c'est de montrer que c'est assez simple et qu'en fait, c'est un peu à la portée de tout le monde. Donc, sur la première partie, donc la partie sur les concepts et les définitions, la première chose, donc c'est un des outils qu'on va beaucoup présenter aujourd'hui, c'est les outils drones. Et en fait, quand on parle de drone, c'est un appareil volant sur lequel il n'y a pas de personne embarquée, donc ni passager ni pilote, et qui peut voler soit de façon autonome si l'appareil est programmé, soit en étant contrôlé directement depuis le sol. Et en fait, quand on parle de drone, on peut le différencier, on parle même des fois de système drone. Il y a au moins 3 parties, c'est-à-dire la partie qui permet de piloter le drone depuis le sol, donc la station de contrôle, soit une télécommande. La partie vecteur, qui est du coup la partie mécanique qui permet de voler. Et dans la plupart des cas, il y a aussi un capteur qui nous permet de prendre des images aéroportées. Aujourd'hui, j'ai juste parlé de l'utilisation du drone pour prendre des images aéroportées. Je ne vais pas du tout évoquer les sujets de drones qui peuvent transporter des objets, etc. Du coup, il existe plein de types de drones avec différentes caractéristiques, mais moi, je vais juste évoquer 2 choses. En fait, il y a des drones pour lesquels on peut acheter les différentes pièces de manière séparée et donc, en fait, choisir son vecteur et choisir son capteur. Donc, après, vous pouvez changer de caméra si vous le voulez, et ainsi de suite. Mais il existe aussi des drones, et c'est ces drones-là que l'on a utilisés, c'est les drones qui sont le plus facilement disponibles dans le commerce, où en fait tout est intégré. Ça veut dire que l'appareil photo est directement intégré dans le drone. C'est du coup des drones qui sont plus simples à utiliser, mais quand on veut changer de caméra, on est obligé de changer l'ensemble du drone. Donc, quand on parle des capteurs, c'est-à-dire des appareils qu'on met sur le drone, on peut avoir différents types de capteurs. Dans la plupart des cas, on a des appareils photo assez classiques. Donc, en fait, c'est des appareils photo qui prennent des informations dans le rouge, dans le vert et dans le bleu. Donc, on appelle ça le RGB. Sur les travaux, sur la végétation, il y a beaucoup de gens savent, et c'est ce qui est souvent utilisé en télédétection, qu'en fait, la végétation répond très bien dans l'infrarouge. Donc, on peut avoir des capteurs qui prennent des informations dans l'infrarouge, soit une seule longueur d'onde, soit un certain nombre de longueurs d'onde dans l'infrarouge. Ça dépend des types de capteurs. Et là, je l'évoque juste aussi, c'est qu'en fait, on a aussi des capteurs qui nous permettent d'avoir la température des objets pris en photo. Donc, par exemple, l'exemple avec une vache, où, comme la vache, elle sent chaud, on la visualise mieux à partir de ces capteurs thermiques. Donc, une fois qu'on a notre capteur, une des choses qu'on peut se dire, c'est je prends mon drone, je fais juste un cliché et voilà, c'est tout à quoi peut servir le drone, c'est juste faire une photo. Donc, on le voit là, j'ai mis quelques exemples de quelques endroits dans le nord Sénégal. On voit que même avec juste une seule photo de drone, on peut quand même tirer des informations sur la répartition spatiale des objets, des choses comme ça. Mais finalement, en fait, les gens qui utilisent le drone, ils envoient le drone pour faire une série d'images de la zone d'étude et après, ils analysent ces images pour faire des cartographies. Et donc, les processus qui permettent de passer de ces séries d'images à une carte sont liés à des processus de photogrammétrie. Et c'est ce que je vais essayer de vous présenter avec un exemple. Donc ici, par exemple, c'est un survol qu'on a fait de drone dans une région au Sénégal. Donc on voit qu'en fait, on a pris des images le long de différentes lignes avec notre drone. Donc là, on voit chaque image. Et on visualise mal là, dans cet exemple, mais en fait, entre les différentes images, on voit les mêmes objets. Donc, par exemple, si je regarde la voiture, on voit que la voiture qui était sur la parcelle, on la voit sur de nombreuses images issues du drone. Et en fait, c'est ça que le logiciel va utiliser après pour faire sa reconstruction.
Et du coup, la première étape que fait le logiciel, c'est automatiquement, il va essayer d'identifier tous les points qui sont communs à au moins 2 images. Et donc, du coup, par exemple, sur cette série d'images, en fait, on parle de beaucoup de points qui sont identifiés par le logiciel comme étant des points qui sont communs à plusieurs images. Et pourquoi c'est important d'avoir des points qui sont communs à plusieurs images? C'est qu'en fait, à partir de ça, on peut en déduire la position, l'altitude de ces points. En fait, comme vous pouvez le voir ici, là, par exemple, on reprend le point qui est dans la voiture. Et quand on va regarder le point en fonction de sur quelle image et comment on voit ce point dans la voiture, on peut du coup tracer ce qu'on voit là, les rayons verts sur l'image de gauche, qui nous permettent de visualiser en hauteur la position. Si la voiture était 100 mètres plus bas ou 100 mètres plus haut, ben, on verrait bien que l'angle que ont ces rayons verts serait différent. Donc en fait, le logiciel, il va utiliser cette différence pour ensuite repositionner l'ensemble de ces points avec un aspect 3D. Et du coup, quand on fait ça, ben en fait, on est capable d'avoir un objet en 3D où on a la position de chacun de ces points clés et la hauteur de chacun de ces points clés. Donc, quand on voit ça, bon, on se dit, OK, on imagine un peu ce qu'est le couvert, mais comme ces points clés ne sont pas répartis de la même manière dans l'espace, on ne peut pas forcément utiliser ce nuage de points. En fait, l'étape d'après, c'est l'étape qu'on appelle la densification du nuage de points, c'est-à-dire que là, il va faire des interpolations pour avoir des points qui soient répartis dans l'espace. Donc en fait, là, par exemple, on a peut-être un point tous les centimètres, tous les 2 centimètres. Une fois qu'on a donc obtenu là, ce nuage de points en 3D de notre espace, ensuite, le logiciel il va produire différents produits. Donc, un des premiers produits, c'est du coup ce qu'on appelle l'orthomosaïque. Donc en fait, il va d'une certaine manière réduire la 3D en 2 dimensions. Et en fait, il y a tout un processus d'orthocorrection parce que comme on peut le voir là sur le petit graphique que j'ai fait en haut avec les drones, en fonction de si la photo est prise sur un endroit plat ou un endroit en pente, ça ne représente pas la même surface au sol. Et donc en fait, là, on obtient une carte où, qui fait environ 9 hectares dans ce cas-là, et qui est composée de plein de pixels qui font tous la même taille et qui font 3,21 cm de côté. Donc on voit qu'avec le drone, là, déjà, on peut obtenir une image très haute résolution de notre espace. Et sur chacun de ces pixels, on peut extraire les informations qui sont issues du type ceux qui ont du type en fonction du type de couleur qu'on a. Donc, par exemple, si on avait du proche infrarouge, on peut faire du NDVI. Et par contre, si on a uniquement des couleurs comme le vert et le rouge, on peut faire aussi des calculs d'indices qui sont basés uniquement sur les couleurs visibles. Et de plus, on peut aussi faire la même chose, c'est-à-dire plutôt que d'avoir l'information de la couleur du pixel, on peut aussi réutiliser l'information sur la hauteur. Donc en fait, là, ce qu'on appelle un modèle de surface, sur chaque pixel, il y aura l'altitude du point. Et comme on peut voir ici, par exemple, tout ce qui est vert, c'était les objets qui avaient une altitude basse. Et par contre, tout ce qui est en rouge, c'est les objets qui avaient une altitude plus élevée. Donc on voit bien ici qu'on arrive à avoir des objets qui sortent du sol grâce à cette approche en 3D. Mais là, on est dans un cas assez particulier parce qu'en fait, on avait un système où on avait une colline. Et quand on s'intéresse à la végétation, en fait, nous, ce qui nous intéresse, c'est la hauteur des objets à partir du sol. Et donc, on a besoin d'enlever le sol. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais il existe des processus qui permettent d'évaluer les variations de la hauteur du sol, ce qu'on appelle les modèles de terrain. Et derrière, en faisant la différence entre les deux, on est capable d'avoir ce qu'on appelle le modèle de couronne, donc qui correspond uniquement à la hauteur des objets qui sortent, donc ici les arbres. Donc là, je vous représente juste sur la même zone, après, la hauteur des objets qui sortent du sol. Et donc, dans ce cas-là, on peut supposer que ça représente la hauteur des arbres. Donc voilà, assez rapidement, avec notre drone, on fait une série d'images. On est capable d'avoir des images très haute résolution sur lesquelles on peut extraire des informations à la fois sur la couleur des objets et à la fois sur la hauteur de ces objets. Là, je vous ai présenté un exemple avec le drone, mais une des choses aussi sur lesquelles on a travaillé, c'est de savoir si on pouvait utiliser la même technique, mais pour cartographier 1 mètre carré d'herbe. Donc là, on fait avec un appareil photo où on fait comme si on faisait du drone. La seule différence, après avoir fait plusieurs tests de protocole, c'est que finalement, plutôt que de faire des photos, on fait une vidéo qu'après on découpe en photo, mais c'est exactement le même processus. Donc après, dans ce travail-là, je vous présenterai aussi les résultats qu'on a obtenus avec cette méthode.
Et là, dans tous les cas que je vous ai présentés, on était au-dessus de l'objet, on faisait une cartographie de l'objet qui nous intéressait. Mais il existe aussi les mêmes approches et les mêmes techniques, où cette fois-ci, on a un objet devant nous, comme par exemple un arbre, et on peut utiliser la même type de technique avec des appareils photo, faire le tour de l'arbre pour avoir une modélisation en 3D de l'arbre. Du coup, là, sur ces types de travaux, on n'a pas de résultats là que je vais vous présenter, mais il y a des travaux en cours sur cette partie. Donc ça, c'était du coup la partie des concepts sur voilà, qu'est-ce que c'est l'analyse photogrammétrique et comment, à partir d'une série d'images de drones ou d'appareils photo, on est capable d'avoir une reconstruction 3D de nos objets, donc ici la végétation, et qu'est-ce qu'on peut en faire après. Donc du coup là, maintenant, je vais passer à la deuxième partie, qui est la question, OK, à partir de ces objets issus du drone ou de l'appareil photo, qu'est-ce qu'on est capable de prédire en termes de végétation dans le cas ici du Sénégal. Donc, pour ceux qui ne sont pas familiers avec les pays du Sahel, on a une des grandes caractéristiques, c'est qu'on a un gradient pluviométrique qui va donc du nord, qui est la zone la plus sèche au Sénégal, au sud, qui est la zone la plus humide. En gros, on passe de 200, 300 au nord à 1000, 1200 au sud. Et une des autres caractéristiques, c'est qu'en fait, on a du coup une saison des pluies qui est vraiment très courte. Donc, ces différents ce climat induit qu'on a des végétations de type steppe ou savane, c'est-à-dire des végétations où il y a un tapis d'herbacées, souvent des herbacées annuelles qui poussent pendant la courte saison des pluies, avec des communautés arborées plus ou moins éparses. Et dans le cas des steppes, il y a vraiment très très peu d'arbres. Et comme on le voit sur la photo, en fait, on a une très forte hétérogénéité spatiale. On a des arbres qui sont répartis de manière plus ou moins aléatoire dans l'espace, et aussi, du fait de la saison des pluies très courte, une très forte hétérogénéité temporelle. Donc, en fait, la grande question qu'on s'est posée, c'est peut-on utiliser ces outils de photogrammétrie pour suivre la végétation au Sahel? Et quand on veut dire suivre la végétation, c'est dire être capable de voir la variabilité de la végétation via le drone. Pour être plus spécifique, parce que en fait, on s'est intéressé à 3 gradients, c'est qu'on s'est posé la question de est-ce qu'on peut utiliser ces outils pour faire des suivis au cours de la saison, c'est-à-dire pendant un aspect temporel, donc est-ce qu'on est capable de voir les variations de la végétation entre le début et la fin de la saison. Et à l'échelle spatiale, on s'était intéressé à 2 échelles avec des différences. Donc, par exemple, l'échelle paysage, c'est dans le cas où on a une végétation qui est assez proche, des conditions pédoclimatiques qui sont assez proches. Et donc là, on veut voir si nos outils sont capables de capter ces variations. Et une échelle nationale, où là, par contre, on change totalement de type de sol, de type de climat. Et donc la question qu'on se pose, c'est est-ce que nos outils nous permettent de travailler encore sur quand on a une végétation très diversifiée. Donc, les 2 premières gradients, donc le temporel et le paysage, on a fait ces travaux-là au niveau du centre de recherche zootechnique de Dara. Donc, il y a une station de recherche de l'ISRA qui a environ 7000 hectares de pâturage naturel. Et donc, sur 2 zones, on a fait des mesures de manière temporelle. Donc, pour le drone, on a fait des mesures tous les 2 jours et pour l'appareil photo, des mesures tous les 10 jours pendant la saison des pluies. Et sur cet même espace, on avait fait une étude à l'échelle du paysage où en fait on avait fait 38 parcelles de 1 hectare qu'on avait ensuite cartographiées avec le drone. Comme on le voit rapidement sur la carte, ces 38 hectares étaient répartis pour couvrir un peu les différents types de couverts qu'on avait à l'échelle de ce paysage. Après, du coup, à l'échelle nationale, vous avez la répartition des points où on a fait nos mesures. Donc, on a été aussi bien dans la zone au nord, là, une des zones les plus sèches. On est vraiment sur des écosystèmes de steppes, comme on peut le voir en haut à gauche, où il n'y a pas du tout d'arbres. On a aussi au Sahel des végétations avec des patterns spatiaux très marqués, comme on peut le voir en haut à droite, là, un exemple de brosse tigrée. Et du coup, dans nos mesures, on a été aussi plus au sud, donc dans la zone la plus humide. Là, dans cette zone-là, on a des forêts qui sont presque fermées, comme on peut le voir du coup sur la partie en bas à gauche, mais aussi pour des conditions, particulièrement des conditions de sol, on a des écosystèmes, enfin des steppes qui sont sur des cuirasses ferralitiques où la végétation est très, très faible. Je l'avais précisé un peu, mais globalement, on a utilisé 2 types d'outils. Donc, des drones qui sont des drones qui ne prennent des informations uniquement dans le visible, donc des rouges, du vert et du bleu. Et finalement, on a pris des drones qui sont des drones à petit prix qui étaient disponibles dans le commerce pour le grand public. Et après, on a du coup ce j'appelle la caméra, mais en fait, on a fait utiliser des appareils photo pour faire des suivis des herbacées.
Et donc là, par exemple, on avait mis en place un système avec une perche qui nous permettait de faire le déplacement de l'appareil. Donc finalement, 3 gradients, 2 outils, ça nous fait 6 jeux de données. Donc on a, voilà, je vous présente rapidement les jeux de données. On a des fois eu des équipements un peu différents. Les années n'ont pas été faites, les mesures n'ont pas été faites les mêmes années. Donc voilà, donc je ne vais pas trop rentrer dans le détail sur ces protocoles. Juste, en fait, on a fait les herbacées sur ces jeux de données. Je vous présenterai les résultats tout à l'heure. Mais pour les arbres, en fait, on s'est intéressé uniquement aux drones, c'est-à-dire qu'on n'a pas travaillé sur les appareils photo pour faire du suivi des arbres. Et en temporel, on n'a pas fait de mesure parce qu'en fait, au niveau du Sahel, au cours d'une saison, les caractéristiques des arbres ne bougent très peu, donc on n'a pas jugé ça nécessaire de s'intéresser à savoir si le drone pouvait capter les petites variations des arbres au cours de la saison des pluies. Donc du coup, pour les arbres, on n'avait que 2 jeux de données, l'échelle paysage et l'échelle nationale. Donc là, les chiffres qui sont marqués, là, c'est le nombre d'individus qu'on a mesurés sur le terrain. Et ce qu'on a mesuré sur le terrain pour voir si ça marchait, c'est du coup la hauteur maximum de l'arbre, la surface de la couronne et l'identification des espèces. Donc le but, c'était de voir si le drone nous permettait de caractériser ces mesures sur le terrain. Donc, je vais d'abord vous présenter les premiers résultats à l'échelle du paysage. Là, l'idée, c'était on a directement obtenu le drone, la hauteur issue du drone. Là, c'est ce que vous avez sur l'axe des X. Et après, on a comparé avec la hauteur qu'on avait mesurée sur le terrain là, avec des systèmes de visée. Et donc, on voit qu'on a une très bonne relation entre ce qui est directement issu du drone, donc issu du CHM, et la hauteur qu'on a mesurée sur le terrain. Et on voit que cette relation, elle n'est pas dépendante de l'espèce de l'arbre qu'on a vu, parce qu'on a rencontré 6 espèces d'arbres, et qu'en fait, quand on fait les stats, on ne voit pas de différence entre les espèces. Et en fait, on a globalement une différence entre la mesure de terrain, qui a aussi ses erreurs, et la mesure de drone d'1 mètre. Donc, on a un peu une précision d'1 mètre avec le drone pour pouvoir mesurer la hauteur des arbres. À l'échelle nationale, on a des résultats un peu moins bons, mais qui restent de bonne qualité, quand on essaye de voir la hauteur issue du drone et la hauteur mesurée sur le terrain. Une des raisons de la moindre qualité de cette relation, c'est que des fois, on est dans des zones de forêt bien denses et qu'en fait, on n'était pas sûr que l'arbre qu'on avait mesuré sur le terrain soit le même que celui qu'on voit sur l'image. Donc, il y a des fois des problèmes de calibration parce qu'on n'arrive pas à retrouver les objets qu'on a mesurés sur le terrain. On a travaillé aussi du coup sur la surface des couronnes. Et donc là, voici le même pour l'échelle paysage, le résultat. On voit qu'on a une très bonne relation. Donc là, c'est pareil, c'est entre la surface issue du drone et la surface mesurée sur le terrain. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que quand on fait des mesures de surface de couronne sur le terrain, on fait des hypothèses comme si l'arbre était un cercle ou une ellipse. On mesure 1 ou 2 rayons de la couronne sur le terrain. Et en fait, quand on regarde par rapport à l'imagerie drone, on est capable, là, à partir du drone, de bien prendre en compte la variabilité de la forme de la couronne. Et donc, de mon opinion, je pense que le drone est plus précis, finalement, pour mesurer des surfaces de couronne que des mesures faites sur le terrain. Donc voilà, donc ça, c'était vraiment sur les paramètres plutôt morphologiques des arbres. Et après, la question qu'on s'est posée, c'est est-ce que, de manière automatique, on est capable de prédire l'espèce des arbres. Donc en fait, ce qu'on a fait, c'est que pour chacun des arbres, on a extrait des informations, comme la hauteur et la surface que vous avez auparavant. Aussi, on a fait la division entre les deux, c'est-à-dire la surface divisée par la hauteur pour avoir une idée de la morphologie, et pris les couleurs, donc différents indices colorés qu'on avait disponibles. On a utilisé un algorithme. En gros, on lui dit, voilà toutes les données qu'on a issues du drone, on te met l'espèce à côté, développe-nous un algorithme qui nous permet de les prédire. Et ensuite, cet algorithme, on l'a réutilisé sur ces données pour voir si on était capable d'identifier les espèces. Par exemple, dans la première espèce, là, le Nilotica, on avait mesuré 9 arbres sur le terrain qu'on savait que c'était une Nilotica. Et après, quand on a utilisé l'algorithme qui est basé sur les données drone, il n'y en a que 2 parmi les 9 qui l'a dit c'est cette espèce-là. Et en fait, les autres arbres des Nilotica, à partir des données drone, il les a classés dans d'autres espèces. En fait, dans ce cas-là, quand on essayait d'identifier cette espèce-là, on se trompait 78% des fois. Mais par contre, quand on regarde une autre espèce, là, qui est du coup le Balanites, on avait déjà beaucoup plus d'individus, on en avait 132. En fait, quand on met dans l'algorithme ces 132 arbres,
124 fois, il dit que c'est un balagnitès. Donc, en fait, on fait des erreurs beaucoup plus faibles. Donc là, une des premières choses, c'est qu'on voit que plus on a d'individus d'une espèce, plus la prédiction semble de meilleure qualité. Après aussi, ce qu'il faut dire, c'est que du coup, les 4 premières espèces, c'est des espèces qui sont de l'ancienne famille des acaciens. Et en fait, quand on les avait regroupées ensemble, on arrivait à mieux prédire. Donc voilà, donc c'est vrai que là, on a fait des premiers travaux qui montrent qu'on arrive à bien prédire certaines espèces. Et après, on peut supposer que sur d'autres espèces, on aura plus de mal parce que c'est des espèces qui sont assez proches. Du coup, une première petite conclusion là sur les arbres. Donc en fait, on a une très bonne prédiction de la hauteur de la surface et on n'a pas besoin de faire des équations sur le terrain et de mettre en place des calibrations. Et ce qui est intéressant, c'est que du coup, à partir de ça, on peut aussi faire des mesures de densité de taux de recouvrement d'une manière un peu plus automatique. Par exemple, moi, je l'ai fait dans certains cas où j'ai dit tous les objets dont la hauteur dépasse 1,50 m, c'est des arbres. Et ça nous permet de faire une estimation assez rapide de la densité du taux de recouvrement des arbres. Pour les espèces, là, pour l'instant, on a juste montré qu'il y avait une possibilité d'identifier les espèces d'une manière automatique. Et pour cela, on a besoin d'avoir des jeux d'apprentissage où, à mon avis, il faut voir au moins entre 100 et 150 arbres par espèce. Ce qu'on n'a pas testé et que je ne vous ai pas présenté aujourd'hui, c'est est-ce qu'on peut prédire du coup la quantité de feuilles et la quantité de biomasse dans le tronc. Et dans ce cas-là, en fait, surtout ce qu'on aurait besoin, c'est d'avoir des équations allométriques qui sont basées sur la hauteur et la surface de couronne, puisque c'est des variables qu'on est bien capable de mesurer sous le terrain. Parmi les limites, c'est jusqu'à quelle taille minimum d'arbre on peut travailler. Et en particulier, la question qui se pose, c'est est-ce qu'on sera capable de voir à partir du drone les tout petits arbres pour faire des suivis des régénérations. Et l'autre limite aussi, c'est du coup, quand on est en forêt fermée, on a beaucoup plus du mal à identifier chaque individu. Et ce qui limite notre approche. Pour les arbres, à quoi ça peut servir? Du coup, il y a quand même beaucoup de personnes qui font des travaux aussi bien pour la recherche ou pour du suivi environnemental, qui font des inventaires et des suivis des communautés lumineuses. Donc, ça peut être un outil qui peut leur servir. Un autre point aussi, le drone, ça je ne l'ai pas encore précisé, mais un drone maximum avec une batterie, on peut faire un vol d'une vingtaine d'hectares au grand maximum. Donc il ne faut pas imaginer qu'avec le drone, on va cartographier tous les arbres d'une région et surtout d'un pays. Mais par contre, ça peut permettre et aider à le faire, c'est-à-dire qu'en fait, on fait des vols de drones qui nous permettent d'avoir la position GPS de plusieurs dizaines, voire centaines d'arbres. Et ensuite, on utilise cette position GPS issue des données de drone pour après calibrer des images satellites. Et bien sûr, un dernier point, c'est le drone, ça peut être très utile dans le cas où on a des plantations, pour faire des suivis de plantations. Par exemple, si c'est des plantations qui ont été faites de manière linéaire, on voit assez facilement les endroits où il y a des trous. Donc maintenant, je vais passer aux herbacées. Donc là, ce que je disais tout à l'heure, sur les herbacées, on avait 6 jeux de données différents. Et en fait, à chaque fois, on a mesuré la masse fraîche et la masse sèche d'un mètre carré d'herbe. Et donc, on a comparé les deux approches, c'est-à-dire l'approche sur le terrain avec l'appareil photo et l'approche drone. Pour chacun de ces mètres carrés, on a extrait des images drone, les couleurs et calculer des indices de végétation. Là, je ne vous les présente pas, mais en gros, c'est des différences entre plusieurs longueurs d'onde, donc entre le vert, le rouge et le bleu. Et on a aussi extrait des données de la 3D, la hauteur moyenne du carré de 1 mètre et le point maximum. Et après, on a fait un peu la même chose que ce que je vous ai montré pour la prédiction des espèces, c'est qu'en gros, on a mis toutes ces données issues du drone en lien avec la biomasse qu'on a mesurée sur le terrain et on a demandé à un algorithme, vas-y, trouve-nous la meilleure manière de prédire à partir de ces données de drone la biomasse. Donc, on est vraiment sur un système un peu boîte noire. Donc là, cet algorithme nous permettait de quantifier la quantité la variabilité de la biomasse qu'on était capable de prédire et éventuellement aussi de faire des prédictions. Donc là, je vais vous présenter d'abord les résultats pour le drone sur les 3 échelles. Je vais juste faire les graphiques pour la masse fraîche et pour le poids sec, je vous ai juste mis en bas le pourcentage de la variabilité de la biomasse sèche qu'on était capable d'expliquer. Donc à gauche, vous avez tout d'abord sur l'aspect temporel. On voit que l'algorithme est capable de prédire 71% de la variabilité de la biomasse. Et en gros, quand on fait la médiane des erreurs, on est à 139 grammes de biomasse fraîche par mètre carré. Ensuite,
il y a donc l'échelle paysage, où là, on avait beaucoup plus de points. Donc, on avait fait un effort d'échantillonnage plus important. Et là, on a une meilleure relation, on a 84% de la variance exprimée. Et la dernière à droite, c'est donc l'échelle nationale. Donc, on avait découvert beaucoup plus diversifié. Et finalement, on a un pourcentage de variance expliquée qui est un peu plus faible. Donc, ça, c'était les résultats pour le drone. Et après, du coup, sur l'appareil photo, on a des pourcentages de variance qui sont moins bons. Donc, on va de 41% sur le temporel à 62% sur l'échelle nationale. Et donc, du coup, on est sur un truc où on se dit, bah, finalement, l'appareil photo sur le terrain, ça donne des choses de moins bonne qualité. Mais en fait, ce qu'il ne faut pas perdre à l'état d'esprit, c'est qu'on avait beaucoup moins de points. Et donc, ce qu'on a fait, juste pour voir, comparer les deux outils, les équipements sur un même jeu de données, en fait, on a pris les points, on avait les deux. Et on a fait une analyse qui s'appelle la partition de variance, qui nous permet de voir quel pourcentage est expliqué par les deux outils et quel pourcentage de la variance qui n'est expliqué que par un seul outil. Donc, par exemple, là, vous avez en gris foncé les données issues du drone, en gris clair les données issues de la caméra. Et en fait, l'intersection entre les deux vous donne le pourcentage de la variance de la biomasse qui est expliquée à la fois par les deux types de données. Donc, on est à 58%. Et on voit qu'en fait, la caméra, à elle seule, donc ce qui est dans le cercle gris clair, explique 14% de la variance, alors que le drone tout seul n'explique que 2% de la variance. Donc, en fait, on voit que finalement, quand on est sur un jeu de données équivalent, et ben l'appareil photo qui fait une cartographie d'1 mètre carré semble plus efficace. Donc, pour conclure sur le drone et les herbacées, ce qu'on a montré, c'est qu'on semble, avec des erreurs qui sont entre 15 et 20% de prédiction, être capable de mesurer la biomasse à partir d'un drone qui a des données dans le visible. Après, ce n'est pas comme les arbres où le drone, dès qu'on fait l'imagerie drone, on est capable d'extraire la hauteur des objets. Ici, si on veut travailler sur la biomasse, on est obligé de faire des calibrations et je pense qu'on est obligé de faire entre 200 et 300 mesures sur le sol pour faire les calibrations. Parmi les pistes d'amélioration, ça serait sans doute ce qui est montré dans la littérature qu'à partir d'un drone qui a des capteurs dans le proche infrarouge, on serait capable d'améliorer ses prédictions. Et aussi, dans nos cas, on a fait des altitudes de vol qui étaient entre 60 et 80 mètres au-dessus du sol. Et quand on compare à la littérature, les personnes qui ont travaillé sur des prairies par exemple tempérées avaient des altitudes de vol qui étaient entre 10 et 20 mètres. Donc, du coup, ils augmentaient leur précision, en particulier sur la 3D, car ils volaient plus bas. Une des questions et des perspectives de travail, c'est qu'on a travaillé uniquement sur la biomasse pendant la saison des pluies, mais on peut se poser la question de quelle autre variable on pourrait mesurer avec ces approches comme le drone. Et particulièrement dans la zone du Sahel, il y a un intérêt à travailler sur la quantité de paille, donc l'herbe sèche, ou voir d'autres paramètres plus écophysiaux comme l'indice foliaire. Et en fait, je le disais tout à l'heure, mais il faut se dire qu'avec notre drone, on est vraiment sur des zones d'études qui font entre 1 et 20 hectares, on va dire. Donc en fait, il faut se poser la question de qu'est-ce qui m'intéresse à cette échelle-là. Et pour moi, une des utilisations qui est vraiment intéressante du drone, c'est que dans le cas où vous faites une expérimentation, et que vous avez 100 ou 200 microparcelles que vous testez, par exemple, bah, plutôt que de faire les mesures une par une sur les 100 microparcelles, bah, vous envoyez votre drone, vous faites un survol du drone et ça vous permet en un seul vol de voir la biomasse de vos 100 microparcelles. Et après, il y a quand même des phénomènes biologiques qui sont intéressants à étudier à cette échelle de l'hectare. Par exemple, l'impact du pâturage. On pourrait imaginer de faire un vol de drone avant que les animaux passent au pâturage, faire une cartographie de la biomasse et ensuite faire un vol de drone après le passage des animaux et voir la quantité de biomasse qui a été soit mangée, soit à cause du piétinement. Idem, à cette échelle-là, il y a déjà des travaux qui ont été faits. On peut évaluer l'impact des arbres sur les herbacées, de voir jusqu'à quelle distance les arbres ont une influence. Et comme pour les ligneux, un des intérêts des drones, c'est d'être capable de capter cette hétérogénéité spatiale à une petite échelle, et donc du coup de mieux faire le lien entre des mesures de terrain qui font 1 mètre carré, par exemple, et des images satellites qui sont à des résolutions de quelques hectares. Ça peut être un outil intéressant pour faire une meilleure prédiction à l'échelle nationale. Du coup, pour la partie caméra, appareil photo, je vais juste présenter en fait les différences avec le drone.
Un des points que je n'ai pas encore du tout évoqué, c'est qu'en fait, à chaque fois que je fais un processus de photogrammétrie, c'est-à-dire que j'ai soit un vol de drone, soit une image issue de l'appareil photo, en fonction bien sûr de vos capacités de calcul sur votre ordinateur, il faut compter plusieurs heures de calcul. Et du coup, ce qui se passe, c'est que dans le cas de l'appareil photo, à chaque fois qu'on faisait 1 mètre carré d'herbe, on avait plusieurs heures de calcul. Par contre, pour le drone, comme on avait une zone plus large qui était couverte, on pouvait faire entre 3, voire même 10 ou 20 mesures par zone. Donc, en fait, avec un seul projet de calcul de photogrammétrie, on était capable de produire entre 10 et 20 mesures au sol et donc d'avoir une calibration qui demande moins d'efforts. C'est-à-dire que si on voulait mettre en place une calibration avec 200 ou 300 mesures avec les appareils photo, il faudrait faire 200 ou 300 projets de plusieurs heures de calcul qui demandent un investissement assez énorme. Ce qui est assez logique aussi, c'est que ces données ne sont pas spatialisées, dans le sens où finalement, on ne sait pas exactement où se trouve notre carré dans l'espace et qu'on est sur des vraiment petites surfaces, quelques mètres carrés. Bon, après, du coup, l'intérêt, c'est qu'on a une meilleure précision de ce mètre carré, puisque comme vous pouvez le voir, on peut voir éventuellement certaines espèces et voir des stats phénologiques, et on est aussi plus précis pour la prédiction de la biomasse. Un des points qui paraît évident, mais qui est important de souligner, c'est que quand le drone, entre l'herbe et le drone, il y a un arbre, on ne peut pas faire la mesure. Donc, du coup, si vous vous intéressez aux herbacées dans un sous-bois, du coup, le drone, ce n'est pas vraiment utile. Et idem, si vous travaillez dans des systèmes sous serre, il faudrait enlever la serre, faire le vol de drone pour faire les choses. Et un des points qui me paraît le plus important aussi sur la comparaison entre les deux outils, c'est qu'en fait, je vous présenterai dans la dernière partie là, sur le drone, le drone, un, ça coûte plus cher qu'un appareil photo, et deux, il y a beaucoup de limites au point de vue législatif où il faut avoir un permis pour pouvoir faire son vol. Et même, on peut imaginer que du coup, un appareil photo, ça coûte moins cher, et surtout que beaucoup de gens ont déjà sur leur téléphone. Donc pour moi, l'utilisation principale qu'on peut faire de ces outils caméra, c'est de donner des appareils photo à plusieurs observateurs à travers notre zone d'étude, leur demander de faire des vidéos tout au cours de la saison, et ensuite de tout analyser globalement après de manière centralisée, ce qui nous permet de faire des suivis au cours de la saison. Du coup, en conclusion, là, sur l'approche de photogrammétrie, juste pour redire tout ce que j'ai précisé avant, pour les arbres, je pense que maintenant, on peut faire des mesures de hauteur et de surface des arbres à partir de drones sans trop de problèmes. Du coup, aussi sur les biomasses, donc aussi bien la biomasse des feuilles que la biomasse du tronc, là, on a besoin de mettre en place des équations, soit en passant par la surface ou la hauteur, soit en faisant des calibrations directes. Et pour la prédiction des espèces, je pense qu'on a besoin de jeux d'apprentissage. Pour la partie herbacée, nous, ce qu'on a vu, c'est qu'on a été éventuellement capable de faire des prédictions de biomasse, mais il faut faire de la calibration, et qu'on avait, dans ce cas-là, 2 outils à disposition. Du coup, là, moi, je vous ai parlé uniquement des écosystèmes de savane naturelle avec du pâturage, mais ça ne veut pas dire que c'est parce que le drone ne fonctionne que sur ce type d'écosystème. J'ai des collègues là qui ont travaillé à la fois sur des agroécosystèmes avec des arbres, donc des travaux qui ont été faits sur les prédictions de rendement des mangues, et des travaux qui ont été faits, par contre, plutôt sur les cultures annuelles aussi, donc, par des collègues ici au Sénégal. Donc, si vous voulez leur contact, je pourrais vous le donner. Donc, avant d'aller plus loin dans la partie un peu plus comment on fait voler le drone, je vais voir s'il y a des questions et essayer d'y répondre. Du coup, il y a une question là sur les arbres, de savoir du coup si on a des arbres qui sont accolés, comment on peut les différencier au niveau du drone. Oui, c'est sûr que c'est un problème, et c'est pour ça que dès qu'on arrive dans des écosystèmes avec des forêts plus denses, on est limité et on n'arrive pas à séparer les individus. Donc ça marche, le drone marche très très bien dans des systèmes où on a des arbres isolés. Après, c'est vrai que si c'est 2 espèces d'arbres, peut-être qu'on peut arriver à les différencier. Mais voilà, globalement, le drone, dans le cas où on l'a testé, ça marche très très bien quand les arbres sont isolés. Du coup, il y a une question un peu plus stat sur l'algorithme Random Forest qu'on a utilisé.
Du coup, je ne vais pas trop rentrer dans le détail, mais moi, j'avais testé deux, trois autres méthodes et finalement, on avait à peu près le même pourcentage expliqué, quelle que soit la méthode. Après, c'est vrai que c'est un type de données où finalement, on pourrait essayer d'autres algorithmes qui nous permettraient de mieux prendre en compte les choses. Il y a une question sur est-ce que le drone peut permettre de faire de la télédétection des sols, par exemple pour estimer des compositions, des teneurs en carbone organique, par exemple. Du coup, sur ces questions-là, je sais qu'il y a des travaux qui ont été menés. Je ne sais pas si c'est sur des drones visibles, mais oui, il y a des travaux qui ont été menés, mais ce n'est pas du coup dans le cadre de mes recherches, mais je pense qu'il y a des choses. Une question sur le volume de couronne par photogrammétrie, du coup, c'est-à-dire la quantité. Ça dépend, à mon avis, on a deux choses qui sont un peu différentes. Il y a la photogrammétrie sur pied, donc ça veut dire que quand on fait le tour de l'arbre avec un appareil photo, là, je pense qu'on peut avoir une estimation du volume de couronne. Après, en faisant de la cartographie par-dessus avec le drone, dans ce cas-là, en fait, on n'arrive pas à savoir le bas de la couronne. Donc là, on est un peu plus limité sur ça, je pense. C'est des travaux qui pourraient être faits, mais voilà, on a quand même un peu limité. Du coup, sur comment mettre un plan de drone avec un vol et quel outil j'expliquerai après. Et du coup, après, il y a plusieurs questions qui sont posées par Olivier sur quelles variables on peut estimer à partir du drone. Je pense qu'il y a pas mal de variables qu'on peut estimer, mais du coup, là, c'est des choses qu'on n'a pas testées. Donc, globalement, il faut mettre les choses en place pour tester les variables. Donc voilà, je ne sais pas si... Alors, la question de Marc là, sur l'altitude maximum et le nombre d'hectares qu'on peut avoir. Donc, sur l'altitude maximum, ça, je vais en parler après. C'est pas, le point limitant n'est pas l'outil, mais c'est la législation. Donc, par exemple, au Sénégal, c'est 90 mètres. Donc, ça dépend des pays. Et du coup, le nombre d'hectares que l'on peut avoir, ça dépend en particulier du type de drone qu'on a, l'autonomie et des choses comme ça. Mais globalement, il ne faut pas imaginer dépasser 100 hectares. Après, je le présente un peu plus en détail, mais on peut enchaîner plusieurs vols. C'est-à-dire que si on a plusieurs batteries sur notre drone, on peut enchaîner plusieurs vols. Mais globalement, moi, le maximum que je suis monté avec mon drone, je suis monté à une centaine d'hectares en faisant 1 heure de vol avec 5 batteries différentes. Et du coup, le millier d'hectares, je pense que c'est quelque chose qui est totalement envisageable. Du coup, une question là sur l'utilisation de l'appareil photo. Combien de mégapixels pour une bonne précision des images? Ça, c'est à tester, sachant que avoir une très bonne précision n'est pas forcément une bonne chose, parce qu'au bout d'un moment, on a des images très lourdes, et donc ça augmente le temps de calcul qui n'est pas forcément intéressant. Quel meilleur indice pour suivre la masse sèche herbacée au cours des saisons? Du coup, il y a des travaux qui ont été faits, mais du coup, sur des indices, je ne sais plus, c'est dans le proche infrarouge, dans le moyen infrarouge, le STI. Donc ça, c'est à voir en fonction des capteurs. Sur les capteurs visibles, je ne sais pas. Et après, on peut aussi se poser des questions, là, avec d'autres techniques d'approche, où on pourrait essayer de voir les zones où il y a de la paille et les zones où il n'y en a pas. Donc, ce serait plus un oui-non qu'une quantité. Du coup, sur la question là, sur est-ce qu'on peut faire l'inventaire de jeunes plants sur une surface de 250 hectares, du coup, là, c'est une chose que je discutais juste dans la présentation, c'est que pour l'instant, on n'a pas testé la limite en termes de hauteur qu'on est capable de varier. Et du coup, ce que je répondais à Marc, 250 hectares, ça me paraît beaucoup. Donc, ça veut dire que couvrir en une seule fois ces 250 hectares, ça demande quand même beaucoup de temps de vol. Oui, sur la question là, sur la partie sur le sous-bois. Après, il faut quand même se dire que dans le cas du Sahel, là, on travaille même dans les zones où c'est reboisé, on est quand même sur
sur 5 ou 6% de taux de couverture arborée. Donc, on fait une erreur qui n'est pas importante, pas trop importante. Mais c'est vrai qu'il y a cette question-là, que quand on travaille sur des zones de savane, bah, si on commence à avoir 40 ou 50% de taux de couverture en arbre, on n'est pas capable d'estimer la biomasse en dessous, sachant qu'en plus, il y a quand même des impacts de l'arbre en dessous de la couronne qui pourraient faire des modifications. Sur la question là, de la capacité de charge du pâturage, je pense que oui, on peut le faire à partir, si on le fait uniquement à partir de la biomasse. Je pense que c'est quelque chose qui peut être calculé. Du coup, pour l'inventaire des espèces, question de Demba, alors, dans le cas des espèces, ou en tout cas pour les drones, là, il faut avoir un jeu d'apprentissage. Au moins, si vous voulez le faire de manière automatique, ça veut dire que le drone, pour l'instant, il n'y a pas de drone qui vous envoie et va directement vous donner l'espèce. Par contre, ce qui concerne la hauteur et la surface, là, on n'a pas besoin, de mon opinion, d'avoir des données de terrain. Sur la question, est-ce que le drone peut-il servir pour calibrer les équations allométriques dans la quantification du stock de carbone en forêt? Là, c'est des travaux qui sont en cours. Il y a une thèse dans le cadre du projet CASEC, là, donc le projet dans le cadre où se fait ce webinaire, où ils sont en train d'essayer de mettre ça en place, donc de voir si à partir uniquement d'appareils photo et de drones, on est capable de quantifier la quantité de bois dans le tronc. Donc, voilà, c'est des travaux qui sont faits, mais dans le cas, on est quand même obligé de mettre en place des outils. Oui, on est bien dans la question de Stéphane. Là. Donc oui, on est dans des zones assez arides, donc on va quand même un peu plus que 100, 150 mm. Mais oui, on est quand même avec des biomasses assez faibles. On est loin d'avoir des rendements comme on pourrait avoir en zone tropicale humide. Et donc là, la question, c'est est-ce qu'on n'a pas, comme c'est le cas en télédétection, une certaine saturation, ou est-ce qu'on arrive à prédire jusqu'à des rendements beaucoup plus importants avec du drone? Ça, c'est une question et ça dépend. Mais voilà, sur ça, il faut tester. Nous, on a été, je crois, jusqu'à un maximum 2 kg de biomasse par mètre carré. Du coup, la question là sur la complémentarité entre drone et images satellitaires, oui, pour moi, il y a une vraie complémentarité. Ça dépend surtout du type d'image que vous utilisez. Mais si vous utilisez des images de type soit Modis qui a 200, ou un pixel c'est 230 mètres par 230 mètres, ou même le Sentinel maintenant qui est à 10 mètres par 10 mètres, ben, en fait, dans votre pixel, vous avez quand même une forte hétérogénéité donc à l'échelle de l'imagerie satellite. Et du coup, si sur votre 10 mètres par 10 mètres, vous faites juste la mesure d'un mètre carré d'herbe, on a un problème de savoir si ce mètre carré d'herbe est représentatif des 10 mètres par 10 mètres. J'exagère un peu, mais en gros, pour moi, l'intérêt du drone, c'est donc en fait de faire le lien entre la mesure de terrain et l'imagerie drone, et ensuite obtenir une carte de biomasse qui ferait quelques hectares à partir du drone, et ensuite d'utiliser le lien entre cette carte de quelques hectares et l'imagerie drone. Et ça, c'est des travaux qu'on n'a pas testés, donc je ne peux pas vous dire est-ce que c'est mieux ou pas mieux, mais c'est vrai que c'est une des choses qu'on aimerait tester, de savoir si on utilise le drone comme une étape intermédiaire, est-ce qu'on améliore ou pas les relations? Ça, c'est une des questions. Il y a des travaux qui ont été faits sur d'autres types de systèmes. Alors du coup, là, sur la question sur les poissons dans une rivière, là, je ne pourrais pas répondre. Ça, je ne sais pas, il faudrait regarder dans la littérature s'il y a des choses. Là, je ne l'ai pas testé. Voilà, il faut voir après le type de vol et le type de drone qui peut être utilisé. Voilà, j'ai l'impression qu'il n'y a plus d'autres questions. Donc, si vous avez des questions, je peux prendre encore une ou deux là si vous avez des questions. Et comme je disais, je vais essayer après de faire des réponses par écrit. Parce qu'il y a quelques questions là qui étaient très techniques que je n'ai pas répondu dans la discussion. Donc ça a l'air bon. Ok, donc du coup, la dernière partie, là, je pense que ça va répondre. Il n'y a pas eu trop de questions sur ça, sur comment on fait concrètement. Donc là, je vais rentrer un peu dans le détail pour aussi vous expliquer qu'en fait, en 10-20 minutes, on peut expliquer à quelqu'un comment on fait voler un drone. Donc le premier point, avant de commencer à faire du drone, c'est la première question la plus importante, c'est est-ce que j'ai le droit? Donc en fait, il y a quand même des limitations au niveau de législation.
qu'il faut regarder. C'est-à-dire qu'en gros, il y a des pays où, par exemple, c'est totalement interdit de faire du drone. Il y a d'autres pays où il n'y a pas de loi pour l'instant, et il y a des pays où on peut le faire. Voilà. Donc ça, c'est un premier point, sachant qu'aussi, ce type de législation dépend des zones. C'est-à-dire que, par exemple, si je travaille sur une station de recherche où il n'y a pas de personnes qui habitent et tout, c'est quand même pas la même chose que de vouloir quantifier les arbres en plein milieu de la ville. C'est vrai que dans la plupart des lois, c'est interdit de voler en ville. Dans la plupart des lois aussi, il y a des limites sur le poids du drone et sur la hauteur, l'altitude maximum du drone. Donc ça, c'est des choses à regarder. Si éventuellement vous avez besoin de prendre un drone très très lourd ou de voler très très haut, dans ce cas-là, il faut demander des autorisations spéciales, souvent au niveau des compagnies qui gèrent l'espace aérien du pays où vous êtes. Donc en fait, globalement, une des choses qu'il faut voir, c'est dans beaucoup de cas, on a besoin de passer un permis, donc un permis de conduire de drone, qui s'appelle le permis de télépilote. Et donc, dans certains cas, si on a des petits drones qu'on vole dans des zones qui ne sont pas interdites et qu'on vole à des hauteurs faibles, on n'a pas forcément besoin de passer le permis. Après, il y a aussi un point, c'est que vous pouvez avoir la loi de votre pays qui vous dit que vous avez le droit de faire ces vols. Mais par contre, si vous êtes dans une institution, cette institution peut dire, nous, on vous demande de passer le permis quand même pour faire ces vols. Donc là, il y a quand même un côté où on a besoin de passer son permis. Donc là, la question après, qui est une question qu'on me pose souvent, c'est OK, mais du coup, quel drone choisir? Donc un premier truc qui est important, c'est que les drones vraiment, vraiment pas chers, ils n'ont pas de GPS embarqué. Et donc en fait, dans ce cas-là, ça veut dire qu'on ne peut pas utiliser un plan de vol, et c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire, comme je vous ai montré tout à l'heure, faire un circuit avec notre drone. Donc ça, c'est une première invitation. Et aussi, il faut regarder, en regardant sur Google, vous tapez le nom du drone que vous avez imaginé avoir, vous regardez s'il existe des applications qui permettent de faire des plans de vol. Il y a certains drones qui ont le GPS embarqué, mais qui ne sont pas compatibles avec les applications. Là, je vous ai donné quelques idées des prix des drones en fonction du type de capteur. Donc, du coup, comme les drones que l'on a utilisés, là, les capteurs RGB, du coup, on a le Parrot Anafi là, qui est autour de 700 $. C'est celui qu'on a utilisé à la fin de nos travaux. Il y a d'autres d'une marque qui s'appelle DJI où on a des petits drones qui sont autour de 600 $ aussi. Et par contre, on a des drones avec une autonomie un peu plus importante et qui sont autour de 2500 $. Après, quand on s'intéresse par exemple aux proches infrarouges, il existe un drone où tout est intégré, c'est-à-dire que la caméra est intégrée directement dans le vecteur. Donc, c'est le Phantom Near là, qui est autour de 6 000 $. Sinon, après, en fait, il faut identifier le capteur qui est du proche infrarouge et un drone qui permet de porter ce capteur. Et sur le thermique, là, on peut aussi avoir un drone tout préparé qui est l'Anafi à 2300 €. Ou sinon, la même chose, c'est-à-dire qu'il faut acheter un drone et ensuite acheter un capteur. Globalement, tous ces drones ont donc c'est des drones de type hélicoptère, là, tous ceux que j'ai présentés, ils peuvent voler entre 15 et 30 minutes. Sachant que là, c'est si on vide la batterie totalement, donc en gros, si on veut être prudent, on vole beaucoup moins que ça. Donc là, je vais présenter un peu comment on pilote un drone. Ça va être très rapide, ne vous inquiétez pas. Mais donc là, c'est quand on le pilote de manière manuelle, c'est-à-dire que là, on fait des photos, on se prend en photo avec le drone, tout ça. Ce n'est pas dans le cas du travail, mais des fois, on a besoin d'utiliser le drone de cette façon. Donc là, le drone que je présente, c'est l'Anafi de Parrot, donc il fait quelques centaines de grammes. Donc c'est vraiment un petit drone qu'on peut même prendre quand on est à pied. Et en fait, on a le drone avec la caméra qui est directement embarquée, là, qui est la partie blanche. Et on a une télécommande sur laquelle on rajoute un téléphone de type smartphone avec une application spécifique. Et en fait, la télécommande, les choses principales, c'est qu'il y a 2 joysticks. Et en fait, ce qu'il faut savoir quand on pilote un drone, c'est qu'on ne pilote pas directement les moteurs du drone. Ce qu'on pilote, c'est la position du drone. Donc en fait, si on ne touche pas le drone, il ne va pas bouger, il va rester en l'air à l'endroit où il est. Et après, quand on lui donne une information du type OK, maintenant il faut que tu montes ou tu descendes, lui, le drone, il va juste avoir comme information je dois monter d'1 mètre. Il va faire tous ses calculs pour mettre de la puissance dans ses moteurs pour monter d'1 mètre. Mais à aucun moment, c'est vous qui allez régler la puissance de chaque moteur. Donc en fait, ce que vous pilotez, c'est vraiment la position du drone et pas les moteurs du drone. Donc par exemple, le premier joystick permet de monter ou de descendre. Le deuxième permet d'avancer ou reculer quand vous le faites en avant-arrière.
Et après, il y a quand vous allez soit à gauche, soit à droite, soit vous avez le drone qui va se déplacer de gauche à droite en ayant toujours la même direction, soit il va faire une rotation sur lui. Après, donc sur la télécommande, il y a d'autres boutons, mais qui sont plus liés à la prise de photo. Ça vous permet, par exemple, de prendre une photo, de changer l'angle de la caméra et éventuellement de zoomer. Voilà, donc en fait, sur une télécommande, il n'y a pas non plus beaucoup d'éléments. Et après, du coup, vous avez un retour de ce que voit le drone sur votre smartphone. Et donc là, vous voyez ce que voit le drone. Vous avez une carte qui vous indique la position du drone, la position de l'endroit où le drone est parti et votre position à vous. Parce qu'en fait, dans la plupart des drones, il y a une option où vous appuyez sur un bouton et le drone, en plein vol, il va savoir qu'il doit revenir à son point de départ parce qu'il a enregistré. Donc, si vous commencez à perdre de vue votre drone, vous ne savez pas trop où il allait, vous appuyez sur ce bouton-là et il va revenir se poser tout seul. Après, du coup, la partie application, ça vous permet d'avoir des informations sur le vol. Donc, la vitesse de vol, là, ce qui est en rouge, l'altitude du drone, la distance par rapport au point de départ et des informations, par exemple, sur les pourcentages de batterie. Et ce qu'il faut se dire aussi, c'est que par exemple, dans les options là, de votre pilotage de drone, vous pouvez dire si ma batterie atteint 30%, le drone va revenir tout seul au point de départ. Donc, il y a quand même beaucoup de choses de sécuriser. Et pour se poser, en fait, il y a un bouton que vous appuyez là qui s'appelle Land et que le drone il va se poser tout seul. Et en fait, il a un détecteur de présence, la plupart des drones ont ça, vers le sol. Donc, au moment où il va voir qu'il s'approche du sol, il va ralentir et se poser tout seul. Donc, vous n'avez même pas besoin, vous, de faire l'atterrissage. Et certains drones ont même des capteurs de présence dans toutes les directions. Ce qui vous permet, par exemple, si vous foncez dans un arbre, le drone va s'arrêter. Donc là, l'idée, là, c'était juste de vous présenter comment on pilote un drone quand on est tout seul, mais finalement, pour le travail, on n'utilise pas du tout ce type d'approche. On utilise d'autres applications. Donc cette application-là, elle s'appelle Pix4D Capture. Donc en fait, là, vous allez programmer un plan de vol. Donc, vous connectez votre smartphone à cette application. Et du coup, vous avez différentes possibilités de plans de vol, soit des plans où le drone va juste faire des lignes nord-sud, par exemple. Ça, c'est les deux premiers. Soit des plans où le drone va faire d'abord des lignes nord-sud et après des lignes est-ouest, qui vous permet d'avoir plus d'images. Et il y a même un mode, que je n'ai jamais testé, où en gros, le drone va tourner autour de votre objet d'étude. Donc, globalement, là, je vais vous présenter l'application. En gros, là, j'ai cliqué sur le mode où je veux faire une double grille. De base, il va savoir où je suis et il va positionner un plan de vol. Donc là, il propose un carré de 50 mètres par 50 mètres. Et après, du coup, si je dis, non, mais ma zone d'étude, elle est plus grande, il suffit, donc c'est un écran tactile là, sur votre téléphone, de prendre un des points violets, de tirer, et ça vous permet de sélectionner la zone sur laquelle que vous voulez cartographier. Après, vous pouvez aussi dire, parce que de base, il oriente tous les carrés nord, sud, est, ouest, de dire, non, finalement, ma zone d'étude, elle n'est pas dans cette orientation-là. Vous pouvez juste glisser avec vos doigts pour choisir la zone d'étude. Donc là, vous avez des informations, on vous dit, voilà, vous allez faire une zone de 113 mètres par 50 mètres. Ça va durer 9 minutes 30 le vol, donc ça ne compte pas la partie de décollage et d'atterrissage. Et en fait, le drone, il va suivre les traits blancs et couvrir l'ensemble de la zone verte. Et là, sur la gauche, vous avez des informations qui vous disent quelle est l'altitude de vol que j'ai fait. Et même, ils vont vous donner en disant, si je vole à 30 mètres d'altitude, j'aurai des pixels de 1 cm. Donc ça aussi, je peux le changer. Et donc, par exemple, si je dis, finalement, j'ai envie de voler à 80 mètres, du coup, on voit que le nombre de lignes se réduit, donc le temps de vol se réduit, et la résolution, par contre, de l'image est autour de 3 cm. Et parmi les autres paramètres qu'on peut changer, c'est la vitesse. On peut dire, le drone, il va aller le plus vite possible, ce qui permet d'augmenter la surface avec le temps de vol. Ou vous pouvez choisir une vitesse plus lente, qui a l'avantage aussi de permettre de prendre des images qui ne sont pas floues. Après, vous pouvez choisir l'angle de la caméra. Soit la caméra a un angle totalement vers le bas, soit un angle un peu plus vers le haut. Par exemple, quand on fait des reconstructions 3D, on s'est rendu compte que c'était un peu mieux de ne pas avoir un angle à 90. Et donc, l'overlap, là, c'est le pourcentage qu'il y aura de commun entre plusieurs images. Donc, en gros, là, quand c'est mis à 80%, c'est-à-dire qu'entre deux images, il y aura 80% des images qui seront communes. Donc, ça, c'est quelque chose qui peut être utilisé pour densifier ou pas votre nombre d'images. Ensuite, vous appuyez sur le bouton Start. Et donc là, j'ai pris juste une capture d'écran là, dans une situation où vous ne pouvez pas voler parce que du coup, le drone était en intérieur, donc il ne captait pas le GPS. Et du coup, avant de lancer, il va faire un checking pour voir est-ce que j'ai ma carte SD, est-ce que la batterie est suffisante, est-ce que je ne suis pas trop loin de l'endroit où je vais voler. Et du coup, si tout est bon, après, vous appuyez sur le bouton.
le drone, il va décoller tout seul, il va faire son trajet tout seul, prendre des images, il va même vous indiquer sur l'application qu'il a pris des photos, et après, il va rentrer tout seul à votre point de départ. Vous pouvez reprendre la main si vous vous rendez compte qu'en fait, le point de départ, vous avez décollé juste à côté d'un arbre, et le drone, comme il n'est pas précis non plus à 1 cm, il est en train d'aller sur l'arbre. Donc ça, c'est une possibilité. Donc, voilà. Donc, ça, c'est vraiment assez simple. Du coup, là, c'est vraiment comment fonctionne l'application. Après, sur des conseils, si on veut travailler sur des zones de savane, en fait, il vaut mieux utiliser, ma vision, c'est qu'il vaut mieux faire une petite zone avec beaucoup de photos que d'essayer de couvrir le maximum de zones et avoir des photos de moins bonne qualité. Donc, du coup, plutôt le système de 2 grilles qui se séparent, plutôt le système où on choisit que le drone aille le plus lentement possible pour avoir des images de bonne qualité. Un angle de 80 degrés, ça c'est quelque chose qu'on a vu en faisant des tests que c'était sans doute le meilleur. Et du coup, un taux de recouvrement entre 2 images de 90%. Ça, je pourrais revenir, c'est des questions un peu plus spécifiques, mais nous, on a vu que quand on travaille sur les armes, le mieux, c'est d'avoir une altitude de 80 mètres, voire un peu plus, ce qui est important. Et après, d'autres conseils quand vous utilisez les drones, c'est n'allez pas cartographier une zone qui est à plusieurs centaines de mètres de l'endroit où vous êtes, parce que des fois, vous perdez le contact avec le drone et vous ne pouvez plus le rappeler, des choses comme ça. Et globalement, même d'un point de vue législatif, dans la plupart des lois, vous devez ne pas perdre de vue votre drone. Donc, ça ne sert à rien de prendre aussi de la batterie pour envoyer votre drone à 200-300 mètres de l'endroit où vous êtes, si vous pouvez y aller à pied. Aussi, au niveau de la batterie, il faut quand même être prudent et ne jamais descendre en dessous de 30%. C'est un peu un conseil. Sachant que, par exemple, dans Pix 4D, une des possibilités, c'est vous faites un vol avec une première batterie. Il fait, par exemple, la moitié de votre parcelle. Vous rappelez le drone au point de départ, vous changez la batterie et vous lui dites de repartir et il fait la deuxième moitié de la parcelle. Donc, éventuellement, moi, ça m'est déjà arrivé de le faire plusieurs fois, où ça me permet de cartographier des zones plus importantes que j'aurais pu faire avec une batterie. Et un autre point aussi qui est important, c'est d'éviter les conditions de chaleur et de vent. C'est vrai que quand il fait très chaud avec beaucoup de vent, le drone il commence à avoir des problèmes et c'est bien d'éviter ces moments-là. Du coup, si vous travaillez sur le terrain, si vous faites des mesures sur le terrain, quelques conseils. Un des premiers conseils, nous, ce qui nous a même posé problème, c'est une fois qu'on a notre image drone et une fois qu'on a une mesure de terrain, il faut replacer la mesure de terrain sur l'image drone. Et du coup, si vous le faites uniquement à partir de GPS, le GPS du drone, en fonction du type de drone, peut être précis à 1 à 10 mètres. Et pareil sur le GPS de terrain. Donc, en gros, vous pouvez avoir 20 mètres de différence entre votre mesure sur le terrain et ce que vous voyez sur l'image drone. Pour moi, sur la partie, sur les herbacées, une des meilleures techniques, si on a la possibilité d'enchaîner les vols, c'est qu'on fait un vol avant de faire la mesure. On fait la fauche, et après, du coup, sur l'image qu'on ferait après la fauche, on voit les endroits qu'on a fauchés et on peut un peu plus facilement les replacer. Globalement, nous, ce qu'on a travaillé, c'est qu'on a travaillé avec des marques au sol. Nous, on avait fait des grands triangles en bois qu'on voyait bien d'en haut, mais le problème, c'est qu'en fait, des fois, le carré n'était pas juste à côté du triangle en bois ou le triangle en bois n'était pas bien agencé. Donc, en fait, là, on ne l'a pas encore testé, mais pour moi, la meilleure option, si vous voulez faire des mesures d'herbacées, c'est de faire votre carré de biomasse, là, qui est généralement un fil de fer. En fait, c'est de faire un truc qui est vraiment large, de 20 à 30 cm d'épaisseur. Comme ça, vous le posez, vous voyez vraiment que ce qui est au sein du carré, c'est votre mesure. Et d'une manière générale, comme je disais tout à l'heure, c'est si vous faites des mesures, essayez de le faire au centre de votre plan de vol, parce que des fois, sur les bords des images, il peut y avoir des choses un peu dégradées. Et ce qui a l'air tout bête, mais en fait, il faut quand même faire attention aux ombres des arbres. C'est-à-dire qu'en gros, les informations colorimétriques ne sont pas les mêmes entre le plein soleil et les arbres. Donc ça, c'était vraiment la partie vol. Donc en fait, globalement, il vous faut une application et vos drones, et ça part un peu tout seul. Donc voilà, globalement, moi, quand on a travaillé avec des étudiants, au bout d'une demi-heure sur le terrain, ils étaient capables de voler tout seuls. Donc ce n'est pas non plus quelque chose qui est très problématique. Par contre, un autre point qu'il ne faut pas oublier quand on travaille sur le drone, c'est l'analyse d'image. Et en fait, ça coûte plus cher que le drone. C'est-à-dire qu'en gros, si vous avez un projet à monter, ça dépend du type de drone, bien sûr, il ne faut pas oublier cette partie-là parce que c'est une partie qui n'est pas gratuite, globalement. Il existe plusieurs logiciels. Donc là, je ne pourrais pas vous faire de présentation entre les différences entre les logiciels parce que nous, on n'a testé que le premier, la Pix 4D Mapper. Il semblerait qu'il existe des logiciels gratuits, mais ça, je ne les ai pas testés, donc je ne peux pas vous dire à quel point c'est efficace.
Il existe aussi, ça, je préciserai juste après, des types de logiciels où en fait le calcul ne se fait pas sur votre ordinateur, mais en fait vous envoyez les données par Internet et les gens vous renvoient les images. Donc déjà, il y a le coût de logiciel qui est important à prendre en compte. Et après, il y a l'ordinateur. Comme je disais tout à l'heure, en fait, un projet de photogrammétrie, ça demande énormément de puissance de calcul. Donc là, j'avais un collègue qui avait fait un essai il y a quelques temps. En gros, il avait pris 1000 images drone, il l'avait mis sur son ordi de base, et du coup, ça avait mis 24 heures pour faire l'orthophoto et le modèle de surface. S'il avait testé sur un ordi un petit peu plus puissant, et là, on diminue quand même de moitié. Et après, on avait testé sur une tour de calcul, donc un ordi qui est plutôt fait pour les jeux vidéo. Et là, on arrive à descendre à 3 à 8 heures. Sachant qu'aussi, ça, c'est lié au type de logiciel. Nous, par exemple, on a changé de version de Pix4D Mapper là, entre le début du travail et la fin du travail, et on s'est rendu compte qu'on gagnait énormément de temps juste parce que le logiciel était plus efficace. Et du coup, ce que je disais aussi, il y a des possibilités de serveur, c'est-à-dire qu'en gros, ce n'est pas sur votre ordinateur qu'est fait le calcul, mais c'est un serveur à distance. Donc, il y a plusieurs intérêts, c'est-à-dire que vous n'immobilisez pas un ordinateur pendant toutes ces périodes. Les deux désavantages, c'est que, un, vous avez moins de possibilités de jouer sur des paramètres. Et l'autre problème, c'est qu'il faut avoir de la connexion Internet pour pouvoir envoyer les photos. Il faut se dire qu'un vol de drone, ça peut très vite monter à plusieurs gigas de données. Donc, c'est quand même quelque chose où rien que l'envoyer et le recevoir, si on est sur une mauvaise connexion, c'est un problème. Et donc voilà, donc pour moi, la partie analyse d'image, c'est peut-être quelque chose qui coûte finalement plus cher que le drone en soi. Mais l'intérêt, c'est qu'en fait, on peut partager les outils entre plusieurs équipes. C'est-à-dire qu'en gros, là, ces outils d'analyse d'image, ils peuvent fonctionner quel que soit le type de drone, quel que soit le type de capteur. Donc, c'est intéressant à partager. Et aussi, l'autre point, c'est généralement, ça dépend ici, par exemple, au Sénégal, on a tous besoin de faire du terrain à la même période. Donc, finalement, si on achète un drone un peu plus collectif, bah, ça peut faire des problèmes de concurrence entre les équipes. Par contre, la partie serveur, donc, est moins dépendante du moment où on fait du terrain, elle peut être plus facilement partagée. Et je pense qu'il n'y a personne qui serait dans un cas où ils sont obligés de traiter des images en continu avec un serveur de calcul. Donc globalement, moi, s'il y a des conseils à faire et si vous êtes plusieurs dans un pays à être intéressés à travailler sur le drone, quelle que soit votre question de recherche, je ne parle pas uniquement sur la végétation, je vous conseille de vous mutualiser pour acheter des équipements et des licences qui peuvent être vraiment très utiles. Donc là, comme tout à l'heure, je vais vous présenter un peu comment fonctionne le logiciel. Donc en fait, c'est un logiciel qui est vraiment aussi très très simple à utiliser. Donc en gros, j'ai dit que je veux créer un nouveau projet. Je lui donne la position du projet. Je lui mets les images, donc c'est-à-dire que mon drone a pris des images, c'est mis sur une carte SD assez classique. Je prends ma carte SD, je la mets sur mon ordinateur et je pose les images dans le projet. Et après, voilà, c'est comme ça. Si je fais une vidéo, il y a une option où c'est marqué ajouter vidéo. Et dans ce cas-là, quand on a fait une vidéo, il demande un peu de savoir le nombre d'images qu'on prend sur la vidéo. Par exemple, les vidéos, généralement, il y a peut-être 30 images qui sont prises par seconde de vidéo. Donc, du coup, si vous avez fait des vidéos qui prennent plusieurs minutes, bah, du coup, ça fait énormément d'images. Et finalement, au bout d'un moment, avoir beaucoup plus d'images, ça ne sert pas à grand-chose, ça augmente juste le temps de calcul. Donc, à ce moment-là, vous pouvez dire, bah, en fait, tu me prends une image sur 10 ou ainsi de suite. Donc, ça, c'est l'option vidéo, donc qui est possible aussi. On peut faire aussi des vidéos par drone, hein, c'est-à-dire que nous, on l'a fait uniquement à partir des appareils photo, mais vous pouvez demander à votre drone de faire des vidéos. Ensuite, il va juste vous donner des informations en disant, bon, bah, j'ai des données qui sont géoréférencées ou pas, et quel est le type d'image qui a été prise. Après, dans le cas de Pix4D Mapper, il va vous proposer des paramètres par défaut, en disant, bah, voilà, si tu veux faire une carte 3D, bah, je te mets tel paramètre. Et sachant qu'il propose des modes avec un temps de calcul plus important, mais avec une précision très forte, ou des modes rapides qui peuvent permettre, par exemple, si vous êtes sur le terrain avec un petit ordinateur et que vous voulez juste voir si votre carte est bonne, l'utiliser. Il y a aussi des modes spécifiques quand vous avez des caméras thermiques. Et même, du coup, si vous cliquez éventuellement sur ça, vous pouvez aussi vous rajouter des choses dans la partie qui s'appelle options de traitement, là en bas. Et quand vous allez dedans, par exemple, vous pouvez cliquer pour ajouter le modèle numérique de terrain, ce que j'ai présenté tout à l'heure, qui représente la surface du sol, ou même directement mettre en place des calculs d'indices comme le NDVI si vous avez du proche infrarouge ou d'autres indices que vous pouvez préprogrammer et directement le logiciel va les calculer. Une fois que vous avez lancé le processus, on va démarrer. En fait, le processus se fait en 3 grandes étapes.
un premier traitement qui va permettre d'identifier les points clés. Ensuite, il va densifier le nuage de points et à la fin, il va produire les outputs, donc le modèle de surface, l'orthophoto et les indices. Et en fait, à chaque étape, donc par exemple, il vous fait un rapport en vous disant, ben voilà, sur cette première étape, où est-ce qu'on en est, et il vous fait un aperçu du résultat final. Ce qui est pratique parce que des fois, le logiciel, il ne marche pas. Enfin, il ne marche pas pour différentes raisons. Soit vous avez des images où le drone, il a pris un coup de vent et du coup, il a pris un peu des images du ciel et des choses comme ça. Et donc, vous avez un morceau de ciel à côté de votre image. Donc, dans ce cas-là, il faut aller relancer le projet, supprimer les images qui sont problématiques. Ou aussi, moi, des choses qui m'arrivaient, c'est des fois la position GPS des images était de mauvaise qualité. Et dans ce cas-là, en fait, le drone, il essayait de comprendre comment une image qui était à 500 mètres de l'endroit où étaient les autres images pouvait s'accumuler. Dans ce cas-là, il faut supprimer les informations de géoréférencement qui se fait tout au début. Et par exemple, là, la première partie du traitement, alors que c'était sur un ordinateur de calcul, donc un ordinateur assez puissant, juste la première partie, ça a mis 1 heure. On peut le voir dans la partie du rapport. Donc, on est vraiment sur des temps de calcul assez longs. Une fois que tout est fait, donc je peux visualiser, par exemple, les premières images que je vous ai montées au tout début de la présentation, c'était des copies d'écran du logiciel. Donc, je peux regarder en 3D mes objets, je peux regarder dans l'éditeur d'orthophoto mes photos et tout comme ça. Et de base, en fait, il a enregistré tous les outputs dans votre document Pix4D là, sur votre ordinateur. Et du coup, par exemple, si vous cliquez sur DCM Ortho, donc le modèle de surface et l'orthomosaïque, et en fait, vous pouvez les ouvrir dans des logiciels comme QGIS ou tous les logiciels de cartographie. Donc, voilà. Donc, en fait, une fois que vous êtes comme ça, si vous savez utiliser QGIS, vous pouvez délimiter des zones d'intérêt, visualiser les informations sur les couleurs, et ainsi de suite. Donc, en fait, voilà, le logiciel, je vous ai présenté en quelques minutes comment on traite des données drone. Bien sûr, il y a plein de petits paramètres que vous pouvez ajuster si vous avez vraiment envie, mais de base, en fait, la plupart des cas, dans tous les travaux qu'on a fait globalement, sur le drone au Sahel, on a utilisé les paramètres par défaut. C'est-à-dire on a mis nos images, on a dit vas-y, traite-nous le truc, et c'est bon. C'est-à-dire qu'on n'a pas non plus besoin de faire beaucoup de travail en préalable. OK, si vous voulez aller plus loin, bon, déjà, la première chose, je pense que si, en fonction du pays où vous êtes, vous devez regarder est-ce que vous avez le droit ou pas le droit de le faire. Et du coup, s'il faut passer un permis pour être télépilote dans votre pays, c'est-à-dire qu'il y a des formations associées. Donc, la première chose à voir, c'est faire une formation. Et dans ce cas-là, si vous faites cette formation, ça vous permet de voir ce que je vous ai présenté, mais en plus détaillé, et de piloter un drone. Si jamais vous êtes un peu comme dans le cas où j'étais, moi, au tout début, il n'y avait pas de formation de télépilote dans le pays où vous êtes, globalement, sur toutes les applications, moi j'ai tout appris tout seul, sur toutes les applications, il y a des aides, et vous avez aussi même des systèmes de simulation où, en fait, avant que le drone décolle, vous pouvez faire des tests. Et pour finir, globalement, vous avez une très forte littérature, aussi bien écrite que vidéo sur YouTube. Vous tapez le nom de votre drone, le problème que vous avez, il y a des gens qui vont vous expliquer comment faire. En fait, voilà, déjà, de base, c'est très très simple, et deux, il y a énormément de gens qui ont fait des travaux et que vous pouvez avoir comme travaux. Du coup, c'est pour finir là, donc les remerciements. Donc, du coup, ce travail se fait dans le cadre du projet CASEC. C'est un projet qui porte sur l'élevage au Sahel et le bilan carbone. Et du coup, ces travaux-là, en fait, sur le drone, c'est pour permettre de fournir ensuite aux autorités, par exemple aux eaux et forêts des différents pays, des outils qui leur permettent de faire le bilan carbone des armes, par exemple. Je remercie Agrinium, qui est l'organisme qui nous a donné la licence Zoom pour faire cette présentation. Et bien sûr, ce travail s'est fait dans le cadre du dispositif en partenariat PPZS, la Pôle Pastorale en zone sèche, avec de nombreux étudiants que je remercie pour leur travail. Donc, voilà, c'est fini. Et donc, je vais répondre aux nouvelles questions qui sont apparues. Et puis après... Donc, du coup, il y a une question sur est-ce que le drone peut être utilisé pour les feux de brousse? Alors, on peut mesurer la surface brûlée dans le cas où on est sur une surface qui ne dépasse pas les quelques dizaines d'hectares. Ça, c'est une première chose. Et après, éventuellement, on peut faire des choses. Il y a quelques personnes qui ont utilisé des outils drone pour, par exemple, voir le bois mort, le bois qui est encore vivant, des choses comme ça. Donc, il peut y avoir des outils. Après, en termes de lutte active, il y a, par exemple, le drone thermique qui est utilisé pour ça,
qui permet par exemple de faire voler ton drone. Et du coup, par exemple, si le feu il est en dessous de la forêt, avec un drone invisible, on ne peut pas voir s'il y a du feu. Et par contre, avec le drone thermique, c'est utilisé ça par exemple par les pompiers dans certains pays, on peut le faire. Après, il faut se dire aussi que, ce que je disais tout à l'heure, un drone, vous ne pouvez pas aller à des dizaines de kilomètres de l'endroit où vous êtes. Donc en fait, ça peut juste permettre de vous déplacer avec votre voiture. Éventuellement, si la zone est un peu difficilement accessible ou des choses comme ça, de faire quelques centaines de mètres. Il ne faut pas imaginer que vous allez couvrir, enfin avec les drones dont je vous parle, couvrir l'intégralité du pays et faire du suivi des publics. Oui, sur le commentaire d'Olivier là, sur les différents types d'indices et des choses comme ça. Oui, on pourrait faire un travail un peu plus statistique, un peu ce que disait Mathieu aussi, sur différents types d'analyses statistiques. Je les ai testées certaines, je n'ai pas voulu les présenter aujourd'hui, juste pour montrer que ça marche. Mais oui, il y a bien sûr des travaux de développement méthodologique sur comment on analyse les images et comment on arrive à faire une meilleure relation avec le terrain. Ok. Du coup, il y a une question sur la présentation. Alors, vous aurez le replay de la présentation. Normalement, ça sera mis au moins sur le site YouTube du projet. Et donc, du coup, dans ce cas-là, vous aurez le retour. La présentation, peut-être qu'on pourra aussi la mettre en ligne donc sur le site web du projet CASEC. Je ne sais pas exactement s'il est en ligne maintenant ou il sera en ligne la semaine prochaine. Et voilà, donc il y aura cette présentation. Je pense qu'on la mettra sans doute aussi sur le site du PPZS que j'avais présenté juste avant. Là, je vous remets la diapositive. Donc, à mon avis, sur ces deux sites-là, on mettra les informations. Du coup, sur la partie logiciel libre, je n'ai pas testé les logiciels libres pour travailler sur de la photogrammétrie. Il en existe peut-être, mais ça, je ne veux pas répondre. Alors, du coup, sur la question là, très précise sur les images drone thermiques, là, je ne peux pas vous renseigner. Je pense qu'il faut voir directement le service de Pix4D. Du coup, la question sur le document, c'est fait. Alors, avez-vous pensé à faire la même chose avec le projet de satellite Sentinelle? Oui, du coup, on en a un peu parlé. En fait, pour moi, l'intérêt du drone, ce n'est pas de remplacer les images satellites. Peut-être dans certaines zones, ça peut le faire, surtout sur les images satellites très haute résolution qui sont un coût fortement très fort. Mais pour moi, c'est plus une relation entre utiliser le drone comme une étape intermédiaire pour ensuite calibrer des images satellites. Alors du coup, sur les écosystèmes aquatiques, j'ai aucune idée de comment on peut utiliser les drones dans les écosystèmes aquatiques. Il faut tester. Il faut regarder la littérature. Peut-être qu'il y a des gens qui ont fait des travaux et il faut tester. Je ne sais pas du tout comment le fait qu'on ait une surface d'eau, s'il y a des vagues, on arrive à faire ces travaux sur les écosystèmes aquatiques. Alors, sur la synchronisation de faire des drones avec plusieurs drones en même temps, je pense que c'est pas la bonne solution. Parce que il suffit qu'il y ait un drone qui a un petit pet et il commence à rentrer dans l'autre drone. Je pense que c'est pas forcément la meilleure solution. Non, la bonne solution, c'est d'avoir plusieurs batteries. C'est-à-dire qu'en gros, vous faites un vol avec une première batterie. En cours de route, vous arrêtez, vous en remettez une autre. Et même sur pas mal de systèmes, il y a des moyens de recharger même la batterie sur l'allume-cigare de la voiture. Donc en fait, on n'est pas non plus à avoir une obligation d'avoir l'électricité. Et les batteries coûtent parfois un peu cher, mais c'est une centaine d'euros la batterie, par exemple. Donc, vaut mieux, plutôt que d'acheter 3 drones qui peuvent, en plus des drones différents qui posent des problèmes sur la calibration, moi je proposerais plutôt d'avoir plusieurs batteries. Après, s'il y a plusieurs équipes qui partent en même temps dans des zones différentes, bien sûr, là, il faut avoir plusieurs. Alors, du coup, sur la question des forêts denses, là, donc, au sud-est du Sénégal, alors, il y a plutôt des collègues qui ont travaillé, donc, je crois, en forêt au Cameroun et aussi en Guyane, sur l'utilisation du drone en forêt équatoriale. Donc, je vous conseille plutôt d'aller voir leurs travaux. Ce n'est pas forcément les mêmes approches, ce n'est pas les mêmes questions qu'on répond. Donc, voilà. Après, globalement, dans les zones où on voit encore un peu le sol nu, on arrive à identifier les espèces. Mais c'est vrai que nous, on a été par exemple dans le parc du Niokolo. Et là, c'était beaucoup plus compliqué d'arriver à séparer les arbres. Est-ce qu'on peut faire du drone en cas d'inondation? À partir du moment où il y a un endroit où vous pouvez poser le drone pour qu'il décolle, vous pouvez même le poser sur votre voiture, oui, c'est possible.
Alors, du coup, sur le drone, est-ce qu'il y a des mêmes contraintes que les satellites sur la visibilité? Là, quand même, on est sur des hauteurs de vol qui sont à 80 mètres. Donc, à part si vous êtes vraiment dans le brouillard ou que vous avez un gros nuage de poussière, là, il y a moins de problèmes. Après, vous pouvez avoir besoin de corriger. Ça je n'ai pas du tout évoqué, nous, on ne l'a pas fait. Vous pouvez avoir besoin de mettre des marques au sol pour calibrer vos images, pour prendre en compte éventuellement ce type d'image. Oui, la qualité de la photo joue sur le rendu en 3D. Donc en fait, si vous avez des photos avec des pixels, enfin, plus de pixels, votre image sur le terrain sera de meilleure qualité. Donc, oui, plus vous avez des appareils photo qui ont un nombre de pixels important, plus votre image pour une même altitude de vol, le même paramètre de vol, aura une résolution meilleure. Après, ce que je disais tout à l'heure, c'est il faut toujours se poser la question de est-ce que ce que j'ai besoin d'étudier, j'ai besoin d'être à 1 cm de précision, ou finalement, si je travaille sur les arbres, 2-3 cm, ça peut être suffisant. Donc, il ne faut pas non plus vouloir arriver à avoir des précisions de l'ordre du millimètre si vous vous intéressez juste à compter des arbres. Parce qu'après, ça fait quand même des données très grandes. Oui, le Sentinel, c'est des données open source pour répondre à cette question, mais oui, mais par contre, les données Sentinel, on est sur des données, si je ne me trompe pas, de 10 mètres par 10 mètres, et donc du coup, on n'est pas du tout à la même précision. Et pour moi, il faut vraiment combiner les deux. Ça veut dire qu'en gros, avec mon drone, je peux prendre en compte la variabilité à l'échelle de quelques centimètres de ma végétation, et ensuite, sur quelques hectares, et ensuite, j'utilise Sentinel pour combiner. Alors, la possibilité d'avoir l'enregistrement de la présentation d'ici dimanche, je ne suis pas sûr, je verrai avec Agrinium. Sur tout ce qui est aquatique, là, je ne peux pas répondre. Mais voilà, du coup, c'est bien ce que dit Alain. C'est vrai que de base, on doit voir son drone. C'est-à-dire que quand on pilote un drone, il faut ne pas le perdre de vue. Et donc, du coup, dans les cas de brouillard ou de tempête de sable, bah, vous n'êtes pas capable de le faire. Alors du coup, sur la question sur les maladies là, alors du coup, si cette maladie affecte par exemple la couleur des plantes ou même le rendement, bah, du coup, je pense qu'il y a des gens qui ont travaillé avec des drones, surtout sur le proche infrarouge, qui permettent de visualiser s'il y a des attaques, parce qu'on peut arriver à voir la différence de rendement entre la zone attaquée et la zone non attaquée. Donc voilà, donc si votre maladie que vous étudiez a une attaque et qui fait qu'on a une différence de rendement comme ça, vous pouvez cartographier les zones où la maladie est présente. Je pense qu'il y a même des systèmes qui se commencent à mettre en place, alors plutôt bien sûr sur des grandes cultures en milieu tempéré, avec des réponses automatiques qui vous disent cette zone-là est attaquée ou pas attaquée. Alors, les logiciels de traitement fonctionnent, oui, avec des drones de type avion. Donc, c'est-à-dire que si vous avez des ailes volantes, là, qui sont donc des drones qui, contrairement aux drones qu'on utilise, qui sont plutôt qui ressemblent à des avions, les logiciels marchent à la condition qu'on arrive à avoir un taux de recouvrement suffisant. Donc, ça veut dire qu'il faut que quand même les images qu'on ait prises avec ce drone avion soient avec des taux de recouvrement. Mais oui, nous, on a testé au Sénégal. Après, le problème, c'est que finalement, c'est beaucoup moins stable qu'un drone hélicoptère quand il y a du vent. Et en fait, c'est vraiment intéressant qu'on monte à des altitudes très hautes. C'est-à-dire que, par exemple, dans la limite des 80 mètres au Sénégal, globalement, il y a moins d'intérêt pour faire des utilisations de l'aile volante. Et en fait, moi, la question qu'il faut toujours se poser, c'est pourquoi j'ai besoin de couvrir une grande surface. C'est-à-dire qu'en gros, est-ce que finalement, mes processus écologiques, les choses que j'ai besoin de calibrer, est-ce que j'ai besoin de faire 20 hectares voilà. Il faut vraiment se poser la question, parce qu'il ne faut pas oublier que plus vous couvrez une zone importante, plus vous avez des images lourdes à traiter, plus ça prend de la place sur votre ordinateur. Donc, il faut vraiment se poser la question de quel processus je vais étudier, à quelle échelle, et du coup, à quelle résolution. Alors, du coup, entre image satellite et image drone, lesquelles sont plus précises et à conseiller pour des études à échelle moyenne? Alors, du coup, ça dépend de ce que vous avez considéré comme une échelle moyenne. Globalement, sur des imageries drone, on est donc autour de quelques centimètres de résolution pour quelques dizaines d'hectares au maximum. Donc,
à part si vous volez à des altitudes qui sont supérieures, mais dans ce cas-là, il faut régler les problèmes au niveau de l'autorisation de vol. Donc voilà, donc en gros, ce que vous observez à l'échelle de quelques hectares, le drone est plus précis que les images satellites parce que je pense que les meilleures images satellites doivent rester à 20 ou 30 cm de résolution. Et le truc aussi, c'est que finalement, un des intérêts du drone, c'est que vous êtes sûr de quand est-ce que l'image est prise. C'est vous qui êtes sur le terrain, vous prenez votre image, alors que souvent sur les images de satellite très haute résolution, vous faites une commande en disant prenez-moi une image au mois de novembre, et du coup, si ce n'est pas le jour où vous avez fait le terrain, des choses comme ça, il y a moins cette chose. En gros, si vous êtes sur des échelles de quelques hectares, le drone peut être suffisant. Si vous dépassez l'échelle de ces quelques hectares, alors à ce moment-là, il faut utiliser plutôt des images satellites, sachant que ce que je disais pendant la présentation, ce qui me paraît le plus intéressant, c'est de combiner les deux, c'est-à-dire de pouvoir utiliser le drone, puis ensuite d'utiliser les sorties de drone pour calibrer des images satellites. Donc je pense qu'il ne faut pas faire l'opposition entre imagerie satellitaire et drone. À part vraiment sur des questions où vous faites voler votre drone très très haut pour avoir des résolutions donc de l'échelle de 20-30 cm et des images de type très haute résolution spatiale satellite qui finalement arrivent à peu près à la même résolution spatiale. C'est des cas un peu extrêmes parce que du coup, on est quand même en dehors de la législation dans la plupart des pays. Donc pour moi, ce n'est pas forcément la bonne réponse. Après, c'est aussi une question de coût, c'est-à-dire que des images très haute résolution, ça coûte très cher. Finalement, des fois, ça peut coûter plus cher que d'acheter un drone. Donc, c'est aussi la question. Une fois que vous avez acheté votre drone, vous pouvez l'utiliser plusieurs fois. Ok, j'ai l'impression que j'ai vu la plupart des questions qui me paraissaient que je pouvais répondre, en tout cas. Voilà, donc je laisse encore quelques minutes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser maintenant. Voilà, et du coup, comme je le disais tout à l'heure, on vous enverra à tous ceux qui sont inscrits le replay de la vidéo, je pense la semaine prochaine. Je vois ça avec l'équipe d'Agrinium. Et on va essayer aussi, je ne sais pas finalement, parce que j'ai l'impression d'avoir répondu à peu près à toutes les questions. Je ne sais pas si je vous enverrai des réponses écrites aux questions. Ça, je verrai en fonction. Je vais relire les questions et voir s'il y a vraiment des choses qui n'ont pas été faites. Donc, du coup, là, je laisse 10-15 minutes, 10 minutes peut-être, avant de finir le séminaire, si vous avez des questions. Et si vous n'avez pas de questions, vous pouvez retourner à vos occupations. Alors du coup, il y a une question là sur est-il possible de reconnaître des espèces rien qu'avec des images drone? Alors, il y a plusieurs points. Il y a la question je pense que certaines personnes sont capables, avec leur expertise, de faire des identifications d'espèces uniquement à partir d'images. Tout dépend bien sûr du nombre d'espèces dans votre zone. Donc ça, c'est une première question. Donc uniquement avec des images drones, si vous avez des personnes spécialistes, oui, éventuellement. Après, d'une manière automatique, il faut de toute façon avoir un jeu d'apprentissage. Oui, alors du coup, pour l'envoi de la présentation, ce que j'ai dit tout à l'heure, on mettra la présentation sur le site du projet CASEC et sur le site du BPSDS, donc la présentation PowerPoint. Et il y aura un retour vidéo, j'espère que la qualité du son est bonne, qui sera mis sur YouTube et qui vous sera envoyé à ceux qui s'étaient inscrits. Alors, l'utilité de l'option vidéo, en fait, du coup, vous pouvez avoir deux types d'objets qui vous permettent de faire de la photogrammétrie. Soit vous faites votre série de photos et donc votre série de photos que vous importez. Mais par exemple, si vous devez faire 300 photos d'un mètre carré d'herbe, ça commence à devenir un peu embêtant à force. Et donc après, vous pouvez faire une vidéo et en fait, il va utiliser la vidéo comme une série de photos. C'est-à-dire qu'il va découper la vidéo en plusieurs images et ça vous permet de faire les choses. Donc voilà, donc du coup, c'est une option où en gros, soit vous rentrez des photos que vous prenez. Quand c'est le drone, ça va parce que du coup, c'est un mode automatique, il prend toutes les images une par une. Après, c'est des choses qui peuvent être testées. Moi, j'avais fait des tests où j'avais comparé pour la même zone de faire une vidéo pendant tout le vol de drone ou de faire des photos.
qui est l'intérêt aussi de la vidéo, c'est que du coup, une fois que vous avez votre vidéo, vous pouvez choisir le nombre d'images. C'est-à-dire qu'une première fois, vous pouvez prendre bien plus d'images et après, vous pouvez prendre moins d'images. Alors que quand vous faites votre vol de drone, vous devez déjà sélectionner votre nombre d'images dès le début. Alors du coup, il y a 2 questions. Oui, alors nous, on a commencé les travaux en 2018, mais donc j'ai des collègues qui avaient commencé plus tôt, les collègues que j'évoquais là sur le manguier et sur les cultures annuelles. Je crois qu'ils ont commencé en 2017. Les résultats sont valorisés. Donc pour l'instant, il y aura ces webinaires qui est une manière de valoriser ces résultats. Il y a une publication, là je l'avais citée, qui a été sortie il y a quelques semaines dans le Journal of Arid Environment sur la partie des arbres. Du coup, je reprends les autres questions. Alors sur les questions du comptage des animaux, ça c'est une question. Il y a quelques publics qui ont commencé. Le problème des animaux par rapport à la végétation, c'est que ça bouge. Et donc, du coup, si sur votre série d'images, la vache elle peut se déplacer. Et donc, du coup, ça peut poser des problèmes de comptage. Je pense que le drone, par exemple, en mode vidéo, peut être plus utile. Mais ça, globalement, c'est un peu le truc. Il faut qu'il y ait des personnes qui testent. Alors du coup, combien de vols est-il nécessaire pour faire une bonne estimation de la phytomasse? Moi, je pense que ce n'est pas forcément en nombre de vols qu'il faut se poser la question, mais c'est en nombre de carrés qui permettent de faire la calibration. Donc en gros, voilà, je pense qu'il faut faire entre 200 et 300 carrés de biomasse. Après, ça dépend aussi de la zone que vous voulez étudier, mais du coup, globalement, vous pouvez faire techniquement vos 300 mesures de biomasse sur un seul vol de drone, et du coup, vous perdez un peu de générosité. Du coup, nous, ce qu'on a testé, c'est de faire à tous les stades de développement, c'est-à-dire on avait fait des mesures tous les 2 jours. Donc voilà, donc en gros, ça dépend aussi de l'information que vous voulez. Si vous travaillez pour avoir le maximum de rendement, à ce moment-là, il faut plutôt aller juste avant la floraison, par exemple, au moment de la floraison pour faire vos vols. Et voilà, donc cette question sur le stade de développement, ça dépend aussi de votre question de recherche. Non, il n'y aura pas d'attestation. Donc voilà, il n'y aura pas d'attestation, c'est juste une présentation pour prendre des choses. Si vous voulez avoir des formations diplômantes, ce n'est pas des choses que je peux donner. Donc, il faut voir au niveau de vos pays pour voir s'il y a moyen de voir des formations de télépilote. Mais non, il n'y aura pas d'attestation de présence. Alors, du coup, il y a Alain là, qui me dit de poser la différence entre des drones donc, de type hélicoptère et des drones de type aile volante. Parmi les différences, en gros, c'est que globalement, les drones et hélicoptères, ça consomme plus de batterie, donc ça fait des vols un peu moins longs que le drone aile qui peut prendre en compte l'importance du vent. Il y a, là, ça dépend aussi des types de drones, ça dépend aussi si la nacelle en dessous de l'aile est stabilisée ou pas. Mais globalement, nous, le retour qu'on a sur les ailes volantes, c'est que c'est très sensible au vent, donc du coup, le drone, il tangue un peu. Et l'autre point aussi qui est un des avantages de l'aile volante, c'est que du coup, quand on veut faire des lignes, le drone en aile volante, il ne peut pas juste s'arrêter, se déplacer et refaire une nouvelle ligne. Il est obligé de faire un long demi-tour pour couvrir cette chose-là. Donc finalement, quand on fait des zones très petites avec une aile volante, en fait, il passe plus de temps à se déplacer. Et après, oui, dans les risques au niveau des drones, il y a certains oiseaux qui n'aiment pas les drones, donc du coup, ils attaquent. Donc, voilà. Pour la référence de l'article, je vous la donne tout de suite dans la discussion. Voilà, pour ceux qui le veulent. Je crois qu'elle n'est pas en accès libre maintenant, mais voilà, si jamais vous me demandez. Peut-on remédier aux trous blancs retrouvés après l'orthomosaïque de la photographie? Je ne comprends pas la question, désolé. Je ne vois pas ce que vous appelez le trou blanc. Alors, sur les logiciels gratuits, ça, il faut taper. Je ne peux pas vous donner d'informations. Il y a un des logiciels là, qui s'appelle Agisoft Photoscan qui propose une licence à 50 € pour les personnes qui sont étudiants, je crois, ou dans le monde éducatif. Donc ça, c'est un petit prix. Après, du coup, il faut regarder s'il y a des logiciels ou des... Par exemple, je ne sais pas s'il y a des packages sur R qui permettent de le faire. Là, je ne peux pas vous répondre. Après, sachant que d'une manière générale, je vais me faire taper dessus par certaines personnes qui défendent le logiciel libre, mais le logiciel libre, c'est quand même des choses où il faut peut-être être un peu plus expert en informatique pour les utiliser.
Quelle sera votre prochaine thématique sur les drones et les localités ciblées au Sénégal? Donc, en fait, notre prochaine thématique qu'on va travailler, on va toujours travailler au niveau du CRZ de Dara. Et en fait, la question qu'on va se poser, c'est l'intérêt du proche infrarouge par rapport à nos outils qui sont que dans le visible. Donc là, c'est un peu de savoir, est-ce que ça vaut vraiment le coup d'investir dans un drone plus cher pour faire des suivis de végétation herbacée, ou finalement les petits drones du commerce suffisent. Donc ça, c'est un peu la prochain travail qu'on va faire. Après, il y a d'autres équipes qui travaillent sur le Sénégal, sur les drones au Sénégal. Ok, j'ai l'impression que tout le monde a pu poser la question s'il le voulait. Donc voilà, donc je vais vous remercier d'avoir participé. Globalement, ce que je disais tout à l'heure, vous aurez le replay de la vidéo et des questions par la suite. Et voilà, donc s'il n'y a pas d'infos. Et globalement, le message de cette présentation, c'est surtout de dire qu'en fait, le drone, c'est pas si compliqué que ça. Et donc, du coup, vous pouvez l'utiliser. Alors, du coup, deux autres questions qui sont arrivées. Est-ce qu'on peut me joindre pour plus d'infos? Ça dépend parce que du coup, je vous ai un peu présenté tout ce que je savais, mais si vous voulez vraiment, normalement, c'est quand vous avez reçu les rappels, là, quand vous êtes inscrit au mail, c'est mon adresse mail de simon.togourdeau@ciral.fr, donc vous pouvez m'envoyer un mail. Sur le dispositif, du coup, si on parle du PPZS, il intervient au Mali dans certains projets, mais le dispositif PPZS, vous pouvez aller voir sur le site, donc ppzs.org, pour avoir plus d'informations, contacter les personnes, parce qu'on ne travaille pas uniquement sur la végétation, on travaille sur tous les aspects du pastoralisme. Il y a des projets en cours au Mali, je n'ai pas plus d'infos que ça. Est-ce que vous pouvez faire des stages avec des étudiants dans d'autres pays comme l'Algérie? Alors, pour l'instant, ce que je disais tout à l'heure, c'est dans le travail qu'on fait, moi, je ne forme pas les gens parce que du coup, souvent, c'est en lien avec la législation du pays. Donc, au moins former sur la partie pilotage, ça, je ne le fais pas. Il faut voir de votre côté si c'est ça. Après, globalement, le problème aussi des formations, c'est ça dépend tellement du drone et du logiciel que vous utilisez que moi, en fait, ce que je vous ai présenté, c'est un peu tout ce que je sais faire. Après, éventuellement, s'il y a des conseils un peu plus techniques en disant j'ai tel type de végétation, est-ce que si je veux à telle altitude, ça marche? Ça, je peux le faire. Mais après, des vraies formations, pour moi, c'est compliqué parce que, voilà, en gros, en 1 heure et demie, je vous ai présenté tout ce que je sais faire. Alors, du coup, une question sur quel rôle les drones peuvent jouer dans les luttes contre le changement climatique. Donc, sur cette question-là, moi, je pense qu'un des points, c'est un peu la question du projet CASEC, donc, qui s'intéresse au bilan carbone de l'élevage, ça permet déjà de quantifier au moins le stock. À mon avis, on arrivera à quantifier le stock de carbone dans les arbres. Ça peut nous permettre aussi de quantifier les impacts de certaines pratiques. Je pense par exemple voir les résultats des essais, des plantations, des choses comme ça. Après, aussi, je pense que le drone, en tout cas plus dans la question d'adaptation au changement climatique, nous permettent de faire des suivis de végétation et donc de voir un peu si on est dans une année déficitaire ou pas déficitaire. Donc voilà, donc, après, c'est d'une manière un peu spécifique. Alors, du coup, sur la question là sur la question des animaux, c'est vrai que moi, j'ai fait quelquefois des vols au-dessus de troupeaux de chèvres et des troupeaux de vaches. C'est vrai que les animaux peuvent être impactés. Donc, sur la question du silence, je crois qu'il y a des drones avec des options silencieuses, enfin, réduction de bruit, mais c'est quand même pas non plus la folie. Sinon, il faut voler plus haut. C'est-à-dire qu'en gros, si vous voulez juste passer au-dessus de la tête de votre girafe, c'est pas le bon plan. Il faut faire des tests, essayer de voler un peu plus haut. Toujours avec l'histoire de si je vole plus haut, est-ce que j'ai le droit? Est-ce que j'arrive à avoir les informations avec la qualité suffisante? Alors, sur le bilan carbone, je ne vais pas répondre sur ces travaux-là. Je vous conseille d'aller suivre le projet CASEC. Là, il y aura des infos. Peut-être qu'il y aura d'autres webinaires qui seront organisés par le projet. Là, du coup, pareil, un peu sur la demande d'une équipe pluridisciplinaire. Pour l'instant, on n'a pas prévu de faire autre chose que ce webinaire. Là, c'était vraiment des choses pour présenter. Après, il faudra voir éventuellement avec d'autres équipes en fonction d'autres institutions ce que vous souhaitez faire. Et du coup, j'avais déjà répondu, mais non, il n'y aura pas d'attestation de participation.
Ok, donc ça m'a l'air bon. Je vous propose de clôturer là. Je vous laisse encore. Je vous laisse jusqu'à 45 pour poser des questions et après, vous pouvez, si vous n'avez pas d'autres questions, vous pouvez vous déconnecter. Du coup, pour les références de l'article publié, vous l'avez dans la liste. Donc, vous pouvez cliquer dessus. Normalement, je l'ai mis dans la discussion. Vous pouvez avoir les références. Vous avez le lien direct qui vous permet d'arriver. Et éventuellement, s'il y a plusieurs demandes, je le mettrai dans le mail que j'enverrai à tous les participants. Alors, des paramètres climatiques, il y a la question, donc il y a un drone qui permet de capter la température. Donc, du coup, vous pouvez avoir un drone qui vous permet de voir la répartition de la température de l'objet. Voilà. Donc, du coup, sur la possibilité de travailler sur des projets scientifiques ensemble, bah, ça dépend de vos sujets, des sources de financement et de vos questions d'études. Voilà. Ça, vous pouvez m'envoyer un mail si vous avez un début de projet de recherche, des choses comme ça. A-t-on besoin d'être un spécialiste en drone pour faire des mesures sur le terrain? Du coup, non, parce que la preuve, je ne suis pas du tout spécialiste et on a fait des mesures. Et globalement, il y a certaines fois où c'est mes étudiants qui ont fait les mesures de drone, donc, qui n'étaient pas du tout formés à la base. Donc, globalement, l'idée, c'est d'être du coup voilà, assez rapidement autonome. Et après, il y a la question du permis qui dépend un peu de votre législation dans les pays. Et dans ce cas-là, oui, il faut au moins passer le permis de pilotage de drone pour pouvoir faire ce type de travaux sur le terrain. Mais globalement, si vous regardez la fin de ma présentation, si vous avez votre drone et que vous êtes de manière légale, tout va bien, vous pouvez tester vous-même et assez rapidement vous serez capable de faire ce même type de travail. Du coup, non, je ne travaille pas sur le milieu aquatique. Il y a un collègue qui m'a parlé d'une équipe là, basée à Dakar, qui est de l'IRD, qui a travaillé sur les milieux aquatiques. Donc, vous pouvez voir avec eux. Regardez dans la littérature s'il y a des équipes qui travaillent sur les milieux aquatiques. Moi je me limite à la végétation des pâturages. C'est mon domaine d'études, donc je ne suis pas non plus spécialiste de l'utilisation des drones sur tous les types de végétation, mais uniquement qu'est-ce qu'on pouvait faire. Il y a une question très précise sur Pix4D. Oui, du coup, quand vous utilisez un appareil photo, vous n'avez pas la position GPS. Et donc, du coup, quand vous travaillez sur Pix4D à partir d'images d'appareil photo, ce n'est pas spatialisé. Et même d'une manière générale, ce n'est pas. Vous ne pouvez pas le replacer, vous n'avez pas les échelles de grandeur, donc il faut mettre une référence. Alors, sur la question des R carrés, ça dépend vraiment de votre nombre de points. Là, moi, j'ai mis plusieurs indicateurs. Il y a l'erreur, la médiane des erreurs, il y avait cette médiane, voilà. Et du coup, là, c'est même pas un R carré qu'on utilise, c'est un pourcentage de variance expliquée. Voilà, donc en gros, c'est vraiment une variation en fonction de votre nombre de points. Vous pouvez faire des tests statistiques.
Et je pense qu'en fait, il ne faut pas non plus définir un seuil en disant si j'ai une erreur de plus de 10%, ce n'est pas possible. Il faut juste se dire, bah voilà, je suis capable de prédire ma biomasse avec 15% d'erreur. Et en gros, ça dépend surtout aussi de qu'est-ce que vous étudiez. Si vous êtes dans un endroit où les variations de biomasse sont très faibles et que finalement, entre vos traitements, vos variations de biomasse sont de moins de 15%, bah dans ce cas-là, vous pouvez être dans l'erreur du drone. Par contre, si vous êtes dans des situations où vous n'avez presque pas de végétation, des situations où vous avez 2 mètres de végétation, bah là, à 15% d'erreur, c'est pas trop grave. Donc en fait, il faut aussi le voir, il faut voir aussi avec vous. Sur la réglementation concernant l'usage du drone au Sénégal, non, je ne peux pas vous. Enfin, il y a des choses, je vais pas je ne peux pas vous répondre, il faut se mettre au niveau de la NACIM. Je l'ai lu, mais je ne peux pas vous répondre de manière précise. Donc, il y a des possibilités maintenant de faire des choses. Il y a la loi qui est passée. Il y a même, je crois, maintenant des formations qui sont faites au niveau de. Il y a des organismes qui me proposent des formations pour devenir télépilote au Sénégal. Donc voilà, donc, globalement, si vous avez des questions, allez voir. Oui, l'enregistrement sera diffusé. Donc normalement, si ça a bien marché, sinon je referai une prise audio. L'enregistrement sera diffusé à tous les participants. Donc vous recevrez un mail à toutes les personnes qui étaient inscrites, pas que les personnes qui sont connectées, qui vous permettra de visualiser l'audio. Et on va le mettre sur YouTube. Alors, je ne sais pas si on va le mettre en une seule partie ou en plusieurs parties. Et du coup, vous pourrez le visualiser. Et d'ailleurs, je ne l'ai pas précisé, mais vous pouvez le présenter à qui vous voulez. C'est-à-dire qu'en gros, vous pouvez le réutiliser pendant vos cours, des choses comme ça. Et voilà, c'est libre. Vous avez le droit d'utiliser ces webinaires. C'est open access, donc vous avez le droit de l'envoyer à qui vous voulez par la suite. Prévoyez-vous envisager des formations présentielles sur l'utilisation des drones pour le monitoring des pâturages naturels? Pas pour l'instant. On verra. C'est tellement dépendant de vos questions de recherche. Et aussi, le premier point, c'est-à-dire que la partie utilisation du drone, ça, je ne forme pas. Parce que ça dépend aussi de la législation de vos pays. Et donc là, il faut vraiment que vous voyez d'abord dans le pays où vous êtes quelles sont les réglementations. Et du coup, dans le cadre de CASEC, on verra. Pour l'instant, ce n'est pas forcément prévu. Ça dépend aussi des équipes qu'on a. Voilà, donc il y a une personne qui a mis le lien là, de Sénégal Drone Academy dans la discussion, ce qui est ce que j'avais vu, je n'ai pas de retour sur ça, mais en fait, ça fait partie pour l'instant des formations qui pourraient donner des permis de télépilote au Sénégal. Donc, voilà, il faut voir dans les pays, je ne sais pas à quel. Oui, du coup, vous pouvez me contacter si vous avez des précisions, des demandes de précision par mail. Donc, comme je disais, normalement, le mail que vous avez reçu pour le rappel pour la présentation, vous pouvez me l'envoyer un mail directement en répondant, ou sinon, mon mail, je vous enverrai mon mail sur le rappel. Ça pour envoyer des mails. Pour l'extraction des indices de végétation, l'extraction d'une même image d'une même plot, c'est dû à quoi? Alors, c'est bon. Du coup, sur de la végétation, ça peut être dû à des parties de sol nues ou pas. Sur les espèces d'arbres, ça dépend. Après, il faut aussi voir aussi les conditions. Est-ce que vous êtes dans les mêmes conditions de lumière, de choses comme ça? C'est une chose à voir. Ok, j'avais dit jusqu'à 45, mais 47, il y a eu de nouvelles questions. Donc là, je pense que je vais couper. De toute façon, ça se coupera automatiquement à 11h pour moi, donc midi en France. Donc voilà, si vous avez d'autres questions, vous pourrez éventuellement m'envoyer un mail, sachant que sur les questions de formation et tout ça, j'ai déjà répondu et c'est des choses. Voilà, si c'est ces demandes-là, je répondrai, mais voilà, je ne fournis pas de formation pour l'instant. Donc voilà, merci beaucoup. Donc, je vais maintenant couper le webinaire. Merci à tous de votre présence et j'espère que vous avez appris des choses. Donc bonne journée à tous.